sur la vaccination. Donc, on poursuit avec la suite sur faut-il avoir peur du vaccin et aujourd'hui, donc, l'animateur et la personne qui va parler, c'est Monsieur Gilles Roche. Il se présentera tout seul. Au niveau de l'organisation, on a prévu avec Monsieur Roche de faire 2 parties dans la conférence. Une première partie, 2 parties. Entre les 2 parties, on aura un petit temps de pause, non pas pour aller faire un pipi ou boire un coup, mais pour vous permettre de poser des questions sur cette première partie. Et une fois qu'il y a l'issue, on reprendra des questions. On reprendra pour la deuxième partie. Vous poserez les questions à la fin sur la deuxième partie. En tout état de cause, dans la mesure où vous avez peur d'oublier vos questions, vous avez le chat. Vous savez vous en servir. Vous posez les questions sur le chat et on a Pascal qui est notre délégué qui est le délégué de l'AFA à Marseille, ex-Marseille, qui prend les questions et qui les compile pour pouvoir les restituer à la fin de chaque partie de la conférence. Donc, Monsieur Roche, merci à vous. Je vous laisse prendre la main. Et l'enregistrement est mis en route. Eh bien, bonsoir Michel et bonsoir à tout le monde. Merci d'abord de m'avoir invité auprès d'associations de patients et j'adore les associations de patients. J'ai beaucoup travaillé longtemps avec beaucoup d'associations, avec un grand plaisir et je pense qu'elles ont un rôle énorme à tenir, notamment dans le cadre des maladies rares, puisque je me suis beaucoup occupé de maladies rares et il est certain que dans ce domaine, les associations de patients ont un rôle majeur. Voilà, donc je dois vous parler du sujet donc, que m'a proposé Michel Liberator, qui est « Faut-il avoir peur des vaccins ?» Alors, on va traiter ce sujet. Alors, c'est énorme, bien évidemment. Vous comprenez bien qu'on ne va pas tout traiter. On va traiter certaines parties. Et je compte beaucoup sur vos questions pour me concentrer un peu plus sur certains sujets. Je vais peut-être vous dire des choses qui apparaîtront un peu générales, mais après, bien sûr, je détaillerai en fonction de vos besoins. Comme ça sera à la carte, ça sera à la demande. Je crois que c'est le mieux. La première partie dont parlait Michel, c'est de parler de la problématique des vaccins et de la défiance française vis-à-vis des vaccins au pays de Pasteur. Et la deuxième serait plus orientée vers la Covid-19. La Covid-19, bon, j'en parle beaucoup de différentes façons. Je pourrais, si vous voulez, peut-être ne pas vous présenter quasiment de diapositives et plutôt partir de questions plutôt que de faire un exposé pour la deuxième partie. C'est comme vous voulez. Cela dit, je camperai peut-être quand même quelques éléments, mais après, sinon, on est noyé. Il y a tellement de choses à dire que si je pars de vos besoins, ça me semble beaucoup plus efficace. Alors, si on commence par la première partie, je vais partager l'écran. Voilà, vous me direz si ça marche, si vous voyez bien. Donc, d'abord, citons un peu l'importance. On va parler de bénéfice-risque des vaccins. Pourquoi en avoir peur? Il y a un bénéfice, il y a un risque. Et bien évidemment, c'est la résultante de ça, comme pour les médicaments en général, c'est la résultante de ça qui va faire qu'on va s'intéresser ou pas à tel ou tel produit. Donc ça, c'est basique pour tout médecin et pour les patients également. Donc, la première chose, c'est comment se situent les vaccins par rapport à tout l'arsenal thérapeutique qu'on a contre les maladies infectieuses. Et là, donc, je vous montre cette diapositive. Est-ce que ça vous convient, ça? Oui, oui. Vous voyez bien. Je ne l'ai pas mis en plein écran volontairement pour pouvoir plus facilement passer d'une diapo à l'autre, mais je peux le mettre en plein écran si vous préférez. C'est moins pratique. C'est visible. C'est lisible. Voilà. Bon, de toute façon… Je ne rien du tout. Ah. Oh, excusez-moi. C'est noir. Écoutez, j'ai un écran tout. Je vais continuer quand même, si vous voulez bien. Et sinon, on va perdre du temps. Donc, vous voyez, j'ai mis 3 couleurs sur cette diapositive. Il y a des mentions en rouge. Ah, on n'entend plus. Remettez votre micro. Oui, je ne sais pas pourquoi il s'est désactivé. Bizarre. Il se désactive tout le temps.
j'avais rien fait de spécial. Donc, les mentions rouges, ce sont les vaccins. Les mentions bleues, ce sont les antibiotiques. Et les mentions vertes, que vous voyez tout à fait en bas, ce sont les antiviraux. Et vous voyez que pour la prise en charge des maladies infectieuses, quand même grand fléau de l'humanité depuis toujours, les vaccins sont apparus à la fin du XVIIIe siècle. Hein. Donc, et bien avant qu'on sache qu'il existe des micro-organismes, bien avant Pasteur, qui était dans les années 1880, toutes ces découvertes. Donc c'est extraordinaire d'avoir déjà eu un vaccin, celui contre la variole bien évidemment, hein, la vaccine avec GNR, déjà à cette époque-là, presque 100 ans avant. Donc avant qu'on sache qu'il y avait des micro-organismes. Donc après il y en a eu des tas, hein, je ne vais pas les lister, enfin bon, le charbon, la typhoïde, après le BCC, la coqueluche, la diphtérie, les anatoxines, hein, ensuite la grippe, la fièvre jaune et plein d'autres. Hein, là on va jusqu'à 85. Et j'ai pas tout mis, bien évidemment. Et vous voyez que les antibiotiques, eux, ils sont apparus très tardivement. Le réel premier antibiotique qu'on ait eu, c'était en 1940-41, avec la mise à disposition de pénicilline pour les troupes américaines qui débarquaient, et sur une découverte donc d'Alexander Fleming, qui en fait est une reprise d'une découverte d'un Français, Ernest Duchesne, qui avait fait sa thèse à Lyon sur ce concept-là, à la fin du 19e. Donc, faisons un petit cocorico. Donc, avant, dans l'entre-deux-guerres, il y a eu quand même des produits qui ne sont pas réellement des antibiotiques, qui sont les sulfamides, par exemple, des antibactériens de synthèse, dérivés des colorants. Et là, on a déjà eu quelques produits qui avaient une certaine activité antibactérienne directe. Il y avait eu les antisyphilitiques, c'était pas extraordinaire. Et il y a eu, bien sûr, des antipaludéens avec les dérivés du quinquina avec la quinine. Bon, bref, tout ça, les antibiotiques, c'est quand même globalement après la Deuxième Guerre mondiale. Quant aux antiviraux, vous voyez bien qu'ils n'apparaissent pas avant 1963. Et là, c'était vraiment très marginal. C'était l'idoxuridine, traitement local de la kératite herpétique. Et après, il y en a eu d'autres, mais ils n'ont jamais étaient absolument fulgurants dans leur activité sur les maladies virales. Il y en a, bien évidemment, mais rien à voir avec les antibactériens, avec les antibiotiques principalement, vis-à-vis des bactéries. Alors les bactéries, elles sont apparues et très vite, elles ont fait donner naissance, elles ont fait apparaître elles ont sélectionné, on va dire, des germes résistants. Vous voyez que quelques années après l'introduction d'un antibactérien ou un autre, on a des résistances qui commencent à apparaître. Les bactéries s'adaptent, hein, ça on le sait, les virus s'adaptent, on le sait aussi, vous en entendez parler tous les jours. Et alors que pour les vaccins, globalement, à part la grippe, hein, qui est un vaccin qui varie énormément, on verra pour la Covid, pour le SARS-CoV-2, on a quand même des vaccins qui restent à peu près, qui restent valables, qui restent efficaces. Donc ça, c'est aussi une force des vaccins. Bon, rapidement, les antivirus, comme on parlera de la Covid-19, il faut quand même coller un peu à l'actualité, on compare le vaccin avec des antiviraux, avec des médicaments. Alors, le sujet n'est pas les traitements de la Covid-19. Bien évidemment, si vous souhaitez, on en parlera de ce qui existe comme traitement, ce qu'on a cru avoir comme traitement, ce qui est en développement actuellement, il y en a énormément. Et il y a une concurrence, entre guillemets, avec les vaccins présentés comme tels par certains. Pour moi, c'est totalement des démarches complémentaires. Et si on a les deux, on sera extrêmement content. Donc, c'est très bien d'avoir aussi des traitements. Mais aujourd'hui, c'est les vaccins qui vont nous résoudre le problème. Donc, vous voyez qu'il y a eu des antiviraux. Ils sont marqués sur cette diapositive en bas. Alors, il y a le HIV, le VIH, le sida, l'hépatite C, l'hépatite B, l'herpès simplex, le virus varicelle zona, le cytomégalovirus, la grippe, le virus respiratoire syncytial, le virus, le human papillomavirus, pour lequel on vaccine aussi d'ailleurs. Voilà. Bon, mais il y a beaucoup de maladies virales que vous connaissez bien pour lesquelles il n'y a pas d'antiviraux. Et ces antiviraux ne sont pas extrêmement efficaces. Ça se saurait. La trithérapie du VIH, il faut quand même 3 produits, et quand on arrête, ça recommence. On n'a pas réglé le problème des virus qui peuvent rester dans un coin et se réveiller. Donc, les antiviraux, c'est pas extraordinaire. À part peut-être l'hépatite C, bon, les antiviraux dans la grippe, c'est pas terrible. Donc, vous voyez bien que la place des vaccins va être particulièrement importante. Hein. Alors, les vaccins, il y en a énormément.
les produits disponibles aujourd'hui et en routine, vous les voyez, vous avez la plupart des pathologies qui sont aujourd'hui traitées dont le problème est réglé par des vaccins. Il y a des bactéries et il y a des virus. Il n'y a pas beaucoup de parasites. Malheureusement, les parasites, c'est compliqué. C'est des êtres beaucoup plus compliqués. Et notamment pour le paludisme, ça fait des dizaines d'années qu'on cherche un vaccin antipaludique, antimalarique, et que malheureusement, on n'arrive pas à en trouver qui soit suffisamment efficace, parce que c'est trop complexe au niveau antigénique. Quoi qu'il en soit, vous voyez qu'on a quand même on est armé par des vaccins extrêmement efficaces pour une quantité d'infections bactériennes et virales tout à fait impressionnante. Alors, un petit mot quand même pour dire que les vaccins, on dit les vaccins, mais est-ce que ce sont des médicaments, hein, comme les autres, à part qu'ils sont préventifs et non pas curatifs, hein, et ils ont un mode d'action assez particulier. Donc, en tout cas, ce qui est important pour ce qu'on va dire après, c'est de bien avoir en tête le fait qu'ils sont traités au niveau de leur recherche, au niveau de leur développement, qu'on appelle le développement clinique, développement pharmaceutique et industriel, ils sont traités exactement, et réglementaires bien évidemment, ils sont traités exactement comme des médicaments au même niveau, au même standard, même qualité pharmaceutique, même contrôle de qualité, même profil d'efficacité et de sécurité exigé, tout doit être absolument démontré, validé, il n'y a aucune concession particulière sur le fait qu'il s'agit des vaccins. Donc on a exactement la même démarche, dont je vais vous dire quelques mots si vous voulez, que pour des médicaments curatifs. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On développe le produit et puis on fait énormément de tests avant de l'injecter à l'homme pour la première fois. Bon, vous voyez bien là que je commence à vous en parler pour vous parler du problème de la tolérance ou des effets secondaires potentiels des vaccins. Il est clair qu'il n'y a pas de compromis. Et comme en plus les derniers vaccins anti-Covid-19 ont été développés rapidement, beaucoup de gens disent mais comment ça se fait, on a bâclé le développement et bien sûr je répondrai à ça pour vous dire que rien n'a été bâclé, même si les choses ont été extrêmement vite. Mais ça sera la deuxième partie, et si vous avez des questions là-dessus, j'y répondrai bien volontiers. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence une fois qu'on a, au niveau du laboratoire, au niveau de tout un ensemble de tests, un produit qui tient la route et qui est jugé administrable à l'homme, et avec toutes les garanties des autorités réglementaires et des comités d'éthique, hein, il y a toute une procédure très lourde et sans complaisance, eh bien on fait une phase 1, hein, première administration à l'homme, on commence à regarder comment ça se passe, on regarde la dose, en plus la phase 2, la phase 3. Alors ce qui est très important, c'est la phase 3, parce que là, on va travailler à grande échelle. On aura bien avancé avec la phase 1 et la phase 2 pour voir à peu près comment on va utiliser le vaccin. Hein, pourquoi une dose, 2 doses, pourquoi telle quantité d'antigène ou telle autre. Donc tout ça a été préparé. On n'attaque pas une phase 3 avec 40 000 patients, 20 000 avec le traitement et avec le vaccin et 20 000 avec un placebo, sans avoir extrêmement réfléchi à ce qu'on allait faire. Sinon, tout le travail est fait pour rien et on n'a plus que ses yeux pour pleurer, on n'a pas de produit et on a dépensé énormément d'argent et d'efforts et de ressources. Vous voyez d'ailleurs l'histoire du vaccin de Sanofi, hein, qui est retardé. C'est un vaccin qui est un vaccin recombinant avec une technique qu'ils connaissaient bien. Bon, il n'est pas assez efficace. Il n'est pas assez efficace. Hein. Ils ont travaillé avec GSK. Et à partir du moment où il n'est pas assez efficace, il faut retravailler la formule, charger plus en antigènes, avoir des réactifs ou toute une formulation différente. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire et ils arriveront, je suis très, très confiant, à un très bon vaccin, simplement, et ils ont pris du temps. Voilà. Alors, je ne suis pas dans les secrets des dieux, là, en l'occurrence, mais est-ce qu'ils ont pris toutes les précautions pour avoir le bon produit à injecter pour leur phase 3? Ça, je ne sais pas. En tout cas, l'expérience montre que malheureusement, ils se sont plantés en termes d'efficacité. Ils ne se sont pas plantés plus que ça. Hein. Là, on est très pressé, on a des notions d'urgence invraisemblables. Normalement, on ne fonctionne pas comme ça. On fait des essais, on voit que la dose n'est pas suffisante, on recommence. La pression du calendrier, la pression du temps n'est jamais aussi forte qu'elle l'est actuellement.
Voilà. Et puis alors après, une fois que les produits, on fait tout ça, on a des dossiers énormes, tout est audité, tout est vérifié dans tous les sens avec une qualité extrêmement exigeante, eh bien on dépose un dossier d'enregistrement qui est énorme. On a tous les cas individuels, enfin c'est invraisemblable les exigences des autorités réglementaires. Tout ça est déposé auprès des agences du médicament, la FDA aux États-Unis, en Europe c'est l'European Medicine Agency, c'est-à-dire c'est une agence du médicament européenne. Et là, les gens vont regarder le dossier extrêmement attentivement. Alors, pourquoi c'est au niveau européen pour les vaccins? C'est l'habitude. Hein, il y a plusieurs types de procédures hein, au niveau de l'Europe. Il y en a une qui s'appelle la procédure centralisée. Donc, on a une autorisation de mise sur le marché, une AMM, qui est européenne. C'est pour la plupart des vaccins, on passe par cette procédure centralisée européenne. Alors, ça gagne du temps, c'est efficace. Et par contre, au niveau des pays, la façon d'utiliser le produit basé sur cette AMM européenne, bien sûr, sera au gré des autorités de chaque pays. Hein, on voit notamment dans les contre-indications, on a bien vu pour le vaccin AstraZeneca, la haute autorité de santé qui a dit on va le donner qu'au moins de 65 ans parce qu'il n'y a pas assez d'essais, alors que l'AMM européenne le permettait. Hein, bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais il y a des modalités après. Voilà, alors une fois qu'il est sur le marché, le produit, le vaccin en l'occurrence, eh bien, on le lâche pas dans la nature comme ça. On le lâche avec un élastique, c'est-à-dire qu'on va suivre d'extrêmement près tout ce qui se passe. Pour l'efficacité, bon, il n'y a pas tellement de risques. À partir du moment où on a eu des dizaines de milliers de patients qui ont montré que le produit était efficace, on ne voit pas pourquoi d'un seul coup il serait plus efficace. Par contre, on va avoir énormément d'informations sur des compléments sur l'efficacité, combien de temps l'immunité va durer, ça on ne peut pas le savoir avant, il faut laisser passer le temps pour avoir le recul, on ne peut pas faire avancer la pendule plus vite qu'elle ne veut, et puis est-ce qu'on a un effet sur la transmission, sur la contagiosité, tout ça, ça va être fait au cours de la phase 4 par des études de cohorte à grande échelle, et puis surtout, on va regarder comment se comporte le produit en termes de tolérance, hein, puisque là, on est dans la vraie vie, hein, on n'a pas des patients qui ont été aussi bien choisis, et puis surtout, on en a beaucoup. Donc, si un effet clinique, un effet secondaire, un effet indésirable est très rare, il arrive un cas sur 100 000, bah, si on a fait 20 000 patients dans la phase 3 avec le vaccin, bah, on ne l'aura pas vu, très certainement. Et même si on le voyait, un seul, avant de dire qu'il y a un problème, il en faut plus pour pouvoir affirmer une relation de cause à effet. Donc, c'est pour ça que la phase 4, qui comporte ce qu'on appelle la pharmacovigilance, on dit volontiers pour les vaccins la vaccinovigilance, enfin, c'est exactement la même chose, est essentielle. On va surveiller de très très près et dans tous les pays ce qu'il se passe. Et ça, c'est très important parce que si dans un pays on passe à côté, il y a un autre pays qui verra hein, les problèmes. Donc la multiplicité des centres nationaux de pharmacovigilance, bon, j'utilise un terme français, ça peut s'appeler autrement ailleurs, eh bien, est une garantie qu'on ne passera pas à côté d'un événement rare. Et puis on verra aussi, bien sûr, sur le long terme, ce qu'il se passe. Donc tout ça, c'est très important et on n'a pas, encore une fois, de complaisance particulière pour les vaccins. Donc ce sont des médicaments, bon, voilà, après il y a voilà, je passe. Alors, par exemple, quand on a mis sur le marché le vaccin anti-papillomavirus hein, pour éviter les cancers du col de l'utérus et qu'on a vacciné des femmes, des jeunes filles prépubères entre 11 et 14 ans, eh bien, sur 2,2 millions de jeunes filles, on a regardé de très très près ce qui se passait. Et notamment, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de survenue de maladies auto-immunes? Parce que c'est une chose qui avait été une idée qui avait été émise par certaines personnes, et c'est une question qu'il est totalement légitime de se poser pour tout type de vaccin, à partir du moment où on va, bien sûr, toucher à l'immunité des patients, déclencher une réaction immunogène. Quand il a fallu... quand le gouvernement a décidé d'étendre l'obligation vaccinale chez les nourrissons. Hein, vous savez, c'était le 1er janvier 2018, c'était Agnès Buzyn. Et avant, il y a eu une surveillance extraordinaire chez les nourrissons. Avant de dire on passe de 3 vaccins obligatoires à 11, ce qui est quand même un saut considérable, eh bien, il y a eu une grande enquête hein, sur 5 ans pour voir
s'il y avait des événements indésirables qui pouvaient poser problème, chez les nourrissons spécifiquement, bien évidemment. Et là, il y a eu à peu près comme j'ai écrit sur la diapo, 38 millions de doses vaccinales administrées ont eu un suivi, et on a confirmé que la sécurité de ces 11 vaccins obligatoires pour les enfants de moins de 2 ans était tout à fait bonne. Donc on prend ce genre de précautions, c'est évident. Le but, c'est pas d'avoir une crise sanitaire, un scandale sanitaire, et on prend dans les médicaments qui sont ou vaccins qui sont développés dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec toutes les garanties et toutes les réglementations nécessaires au niveau international qui sont requises, eh bien là, on prend toujours la ceinture et les bretelles. Alors, ça, c'était pour dire un petit mot. Je suis dans les généralités, hein, avant d'aller un peu plus loin. Je voudrais rappeler quand même à quoi servent les vaccins, leurs bénéfices, parce que quand on parle de bénéfices-risques, on va déjà parler des bénéfices. Hein. Si on en donne, c'est qu'on a des raisons. Très rapidement, c'est une épopée extraordinaire. Je vais vous citer quelques cas marquants, parce que sinon on est fichu si on veut en parler plus. Donc, contre la variole, on l'a dit, hein, la variole c'était épouvantable, hein, c'était quand même des fois, il y a eu la moitié de la population européenne qui a été tuée certaines années. Donc, on rigolait. Pardon? Ouais. Michel? Non, t'es pas vous m'interrompez. Ah oui, sinon, vous m'interrompez hein, si vous avez des questions ou des choses. Hein. Alors, la vaccination contre la fièvre typhoïde, c'était quand même, vous voyez, fin du 19e, et elle est très, très marquante parce que bon, c'était tout début hein, des vaccins. Il y a eu la guerre de 14-18 et il y a eu la guerre des tranchées. Et dans la guerre des tranchées, il y a eu des épidémies de typhoïde absolument terribles. Et ça a été une cause de mortalité parfois plus importante que les combats eux-mêmes. Bon, on n'en a pas tellement parlé, mais en tout cas, c'est un fait. Et par chance, je dirais, parce que la couverture vaccinale, malheureusement, des poilus, c'est pas les poilus, c'était les, enfin je sais plus comment on disait, les poilus, oui, étaient très faibles. On devait être à 4% à peu près. Donc, alors que malgré les exigences de l'armée. Donc c'est très dommage, parce que du coup, on n'a pas bénéficié de ce vaccin qui était disponible. Et les Allemands, par chance, ont fait pareil, hein, c'est-à-dire qu'ils ont été extrêmement peu vaccinés. Donc il y a eu égalité, donc il y a eu la même mortalité des deux côtés, match nul à cet égard-là. Par contre, les Anglais, eux, étaient très vaccinés. Et en fait, dans les tranchées, eux, ils ont eu extrêmement peu de cas de typhoïde, extrêmement peu de problèmes avec ça. Voilà, d'ailleurs, on voit la mortalité par maladie typhoïde aux armées. Vous voyez, il y a un graphique qui montre que quand on vaccine, il n'y en a plus, hein, quasiment. Il n'y en a plus. Donc, il suffisait de le faire. Hein. Ça a été toute une histoire, cette histoire de la vaccination. Donc, c'est pour dire, bon, la coqueluche et la diphtérie, ça a été en même temps. Hein, vous voyez, c'est des vaccins anciens. Hein. Je vais vous parler de la diphtérie, peut-être, qui est plus spectaculaire, mais la coqueluche, c'est important, parce que la diphtérie, c'est terrible, hein, notamment chez l'enfant, le croup, hein, les enfants qui s'asphyxient avec des fausses membranes qui envahissent complètement leur pharynx, c'est épouvantable comme mort. Hein, il faut trachéotomiser. Voilà, vous voyez, quand on vaccine, ça c'est aux États-Unis. Dans les pays anglo-saxons, on est un peu meilleur en termes d'épidémiologie. Donc, vous voyez, dès qu'on a vacciné, il n'y en a plus eu. Hein, vous voyez, vous avez les années en dessous, hein, 1940 et quelques. Ça, c'est la coqueluche, oui. Alors, la coqueluche, on l'a introduite, ça, c'est en Angleterre et Pays de Galles, vers les années 50. Bon, ça fait chuter. Et puis, on s'est dit, au bout d'un moment, il n'y a plus de coqueluche, donc on va arrêter de vacciner. Vous avez en haut un graphique avec les pointillés qui montre le pourcentage de gens vaccinés, et en l'occurrence d'enfants vaccinés. Donc, vous voyez, on a fait baisser la couverture. À droite, vous avez une échelle avec des pourcentages. On est passé à 40%, hein, alors qu'on était à 80-90% avant. Eh bien, ça n'a pas manqué. Il y a eu une épidémie de coqueluche, etc. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'ont fait les Anglais? Ils ont repris la vaccination et on est revenu à quelque chose de normal. Et j'espère qu'ils se sont dit qu'on ne les y reprendrait pas et qu'on prendrait les choses au sérieux.
Alors, elle a été contestée dès le début, la vaccination contre la coqueluche, parce qu'elle n'était pas très bien tolérée. Hein, on mettait des bactéries entières, inactives bien sûr, et ça faisait énormément d'antigènes, et ça faisait de la fièvre, de la fatigue. C'était quand même un vaccin qui était très, on dit, réactogène. Mais depuis, il a considérablement évolué. Ça fait longtemps qu'on n'utilise plus ce vaccin et qu'on a un vaccin dit acellulaire, dans lequel il n'y a plus de débris de cellules bactériennes, et là, il est beaucoup, beaucoup mieux toléré. Voilà, comme quoi tout ça, ça a évolué. C'est pour ça que la coqueluche, le vaccin contre la coqueluche a donné une image de mauvaise tolérance des vaccins, mais le problème a été réglé par ce vaccin acellulaire il y a déjà assez longtemps. Ça, c'est la diphtérie. Bon, d'accord. Oui, ça, c'était une expression. Quand vous voyez une vieille pierre tombale qui montre une famille entière d'enfants morts en une semaine, pensez à la diphtérie. C'était épouvantable, la diphtérie. Dernier cas de diphtérie en France, autochtone, il peut en avoir d'importé, en 1989. La polio, là j'ai mis que les morts, vous voyez, il y a eu des épidémies, vous savez, dans les années 50, on en a tous un souvenir. Eh bien, vous avez eu l'arrivée du vaccin antipolio inactivé, bon, ça a chuté, après le vaccin oral, et d'abord le vaccin de Salk, et après le vaccin de Sabine. Voilà, donc ça a été très bien, ça c'est les morts, mais il y avait également les polios paralytiques qui ne décédaient pas. Vous voyez ici l'épidémie de paralysie poliomyélitique dans les années 50. Vous voyez, vaccin inactivé, ça a chuté, puis après le vivant qui était très bien, et après plus rien du tout. Donc, alors, l'éradication de la polio, je ne vais pas vous en parler si vous voulez bien, parce que sinon on n'aura pas le temps, mais le vivant ou l'inactivé, parce que c'est toute une histoire qui est passionnante, mais si vous voulez bien, on en parlera s'il y a des questions seulement. Je suis obligé de faire des choix. Ça, c'est la rougeole. La rougeole, oui, c'était l'histoire du roi des Fidji qui était allé en visite en Australie. Quand il est revenu, il a ramené le virus de la rougeole. Et le virus a tué 50 000 personnes sur 150 000, le tiers de la population. C'est pour ça quand on dit que donc une population qui n'avait plus du tout de mémoire immunitaire et bien sûr qui n'avait pas été vaccinée. Et on voit bien que quand on dit que la rougeole est une maladie bénigne de l'enfance et qu'il faut la faire et que c'est pas grave, on voit bien qu'on dit quand même une énorme bêtise. Et quand on voit, et moi j'ai vu au Maroc, par exemple, dans l'Atlas, dans le Moyen Atlas, des épidémies de rougeole, c'est épouvantable. Il y a une mortalité considérable quand il y a une épidémie de rougeole parce qu'il y a un défaut de vaccination dans ces zones-là. Voilà, bon, vous voyez bien l'effet sur la rougeole des vaccins qui ont été d'abord il était inactivé, maintenant vous savez que c'est un vaccin vivant et qu'on combine depuis là, vous voyez 1971, là c'est aux États-Unis mais on était en parallèle nous, avec MMR, ça veut dire c'est le ROR en français, rougeole, rubéole, oreillon. Voilà, donc tout ça c'est des vaccins vivants et c'est ce qu'on donne actuellement et tout va bien. On avait alors le problème de la rougeole, c'est que il n'y avait plus un seul cas de rougeole dans tout le continent américain, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Eh bien, donc c'est extraordinaire, ça a été déclaré par l'OMS en 2016. Et alors, bien évidemment, comme il n'y avait plus de problème, les gens ont dit, il y a eu des lobbies anti-vaccination extraordinaires et on a arrêté de vacciner. Du coup, la rougeole est revenue. Il y a une nouvelle épidémie qui est arrivée récemment, ces dernières années, et on est retombé dans une mortalité, notamment en Californie, extraordinaire. Donc ça, c'est le problème de la prévention. Ça, c'est en Angleterre et Pays de Galles. Donc là, vous voyez aussi l'effet sur les notifications, les déclarations de rougeole. Le méningocoque, c'est juste pour vous dire que les méningites, enfin les septicémies à méningocoque, notamment des méningites, le purpura fulminans et la rubéole, ce sont des maladies épouvantables. Si vous avez entendu parler de septicémie à méningocoque chez l'enfant, c'est une perte, c'est des nécroses, des amputations de membres, des éruptions hémorragiques et très souvent il y a décès. La rubéole, c'est le problème congénital, des anomalies congénitales liées à une infection au virus de la rubéole, principalement dans le premier trimestre de la grossesse, donc avec surdité, cécité, retard mental, etc. et handicap. Ça, c'est le méningocoque. Donc tout ça a été réglé par la vaccination, autant que si on continue à la pratiquer. L'hépatite B, très importante, l'hépatite B, Hémophilus influenzae,
Vous voyez l'efficacité, c'est grave, hein. Les pathologies à Haemophilus influenzae, il y a des otites, il y a des méningoencéphalites, il y a des pneumopathies, c'est très sérieux, et notamment chez l'enfant et chez le nourrisson. Et vous voyez le petit enfant, vous voyez là l'effet du vaccin anti-Haemophilus influenzae type B, le principal, dans les années 90. Après, on a arrêté comme par hasard, hein, comme toujours, hein, on fait les malins, et ça recommence, et donc on revaccine. Ici, c'est la varicelle, pareil, hein, voilà. Donc la varicelle, c'est sérieux. Le virus Ebola, bon, c'est une autre histoire. On a des vaccins très efficaces maintenant, il y en a 2 qui sont signalés en bas, hein, le RVSV, le MVA de Johnson & Johnson. Et comme par hasard, ce sont les plateformes vaccinales, les 2 qui sont indiquées, qui sont utilisées par ces laboratoires pour trouver des vaccins Covid-19. Et ça n'a pas porté chance à Merck, puisque son VSV, c'est-à-dire c'est la stomatite vésiculeuse, c'est un virus particulier qui pose pas de problème à l'homme, ça n'a pas marché, hein. Donc c'était le projet avec l'Institut Pasteur, qui lui s'est arrêté, il n'est pas décalé. Et Johnson & Johnson, c'est le fameux, avec la plateforme MVA, c'est le vaccin de Janssen, qui est Johnson & Johnson, c'est la même boîte, qui va arriver très bientôt, qui va être un nouveau vaccin, un 4e vaccin à notre disposition, et on sera très content de l'avoir. Donc tout ça pour dire que vous avez, là je vous ressors une diapositive qui a été montrée par le professeur Vincent, qui vous a parlé des vaccins déjà il y a pas longtemps. Et du coup, ça m'évite de vous reparler des vaccins, du mécanisme et de tout ça, et de me concentrer sur le sujet. Faut-il avoir peur des vaccins? Vous voyez l'avancée médicale, le nombre de cas qu'il y avait dans le monde dans la 2e colonne pour un certain nombre de pathologies. On a introduit le vaccin et après, il n'y en a quasiment plus du tout. Donc c'est extraordinaire. Et c'est ça les vaccins, c'est ça. C'est pour ça que quand on est médecin, et moi en l'occurrence infectiologue et pédiatre, on tient beaucoup aux vaccins. Voilà, donc je vais peut-être maintenant arrêter le partage et revenir donc à la suite de ce que je voulais vous dire avant qu'on ait des questions. Alors la question, c'est que le problème, c'est que les gens sont méfiants par rapport au vaccin. Ils sont méfiants. Alors ça embête beaucoup les gouvernements, parce que vous imaginez bien qu'avec une efficacité pareille, pour des pathologies aussi courantes, hein, et aussi permanentes dans la société, vous comprenez bien que pour les gouvernements, c'est un levier extraordinaire pour s'occuper de la santé publique, dont ils ont la charge. Donc forcément, les vaccins, c'est sacré pour un gouvernement qui veut essayer, qui se préoccupe de la santé publique. Donc c'est pour ça qu'il y a des stratégies vaccinales au niveau du pays et qu'il y a un calendrier vaccinal. Ce calendrier vaccinal, il est remis régulièrement à jour. Il ne faut pas s'étonner. Alors, il y a des fois des mères qui sont perturbées. Ah oui, mais pour mon enfant d'avant, il y a 2 ans, ce n'était pas la même chose. Eh oui, c'est comme ça. Ça évolue parce que les pathologies évoluent. Et puis, on a des données nouvelles qui fait qu'on améliore chaque fois. Ça serait grave d'avoir un calendrier vaccinal qui ne bouge pas. Donc, c'est bien qu'il bouge. Il ne faut pas qu'il bouge tout le temps trop. Il faut qu'il y ait des raisons. Hein. Sinon, après, les gens ne savent plus où ils en sont. Hein, ça, et des fois, les gens sont un peu perdus. Ils croyaient avoir compris le calendrier vaccinal. Et pas de chance. Il y a des changements. Donc, ça, c'est très important. Et dès qu'on parle de calendrier vaccinal, on va parler du caractère obligatoire ou pas d'une vaccination. Vous avez des vaccinations recommandées et des vaccinations obligatoires. Et obligatoires chez l'enfant. Ça, pas seulement, il y a aussi des gens, des professions dans lesquelles certains vaccins sont obligatoires. L'hépatite B pour des soignants ou des choses comme ça. Donc, du coup, on se retrouve avec la question de la légitimité ou pas d'obliger les gens à faire vacciner leurs enfants ou à se faire vacciner eux-mêmes. Alors ça, c'est compliqué. On est dans un pays où on tient beaucoup aux libertés individuelles, et là, on va se heurter, on va créer des contraintes. Mais pour le bien public, c'est là qu'on voit que les vaccins, ce n'est pas des médicaments comme les autres, au sens qu'il y a un intérêt, il y a un bénéfice individuel, bien évidemment, vous protège d'une maladie, mais il y a également un intérêt collectif. Et cet intérêt collectif, il n'est pas toujours bien compris des gens qui, quand même, sont un peu individualistes, hein, et ils ne comprennent pas qu'il y a une solidarité au niveau de la communauté, et que quand on se vaccine, ce n'est pas que pour soi.
Donc, il faut tenir compte de tout ça. Et après ça, bon, du coup, il y a d'où des obligations, parce que quand on sait qu'avec une maladie donnée, si on a une couverture vaccinale de 70%, on ne va plus avoir de problème, eh ben, on va essayer de vouloir avoir cette couverture. Et si les gens disent ben non, et puis qu'on n'a que 40%, eh ben, ça ne va pas le faire. C'est le problème. Et on sait que, alors la couverture vaccinale, elle est variable suivant les vaccins. Par exemple, pour la rougeole, elle est très contagieuse, la rougeole. C'est ce qu'on appelle le fameux R0, le nombre de personnes qui vont pouvoir être contaminées par un malade. Elle est très contagieuse, et plus elle est contagieuse, la maladie, plus il va falloir avoir un taux de couverture, une couverture vaccinale élevée pour être efficace. Donc, il faut aujourd'hui, pour la rougeole, il faut 90%. Bon, la grippe, elle n'est pas très contagieuse. Avec 60%, voire même 50%, on va y arriver. Alors, bien sûr, pour la Covid-19, on voit qu'on est à peu près à 60-70%. Il y a une formule pour ça qui est que la couverture vaccinale doit être au moins de 1 moins 1 sur R0. Donc, si le R0 est égal à 2, par exemple, c'est 1 moins 0,5, donc c'est 0,5. Donc, il faut 50% de la population couverte. C'est pour faire simple. Donc, c'est très important. Et donc, on est passé à 11 vaccins obligatoires parce qu'on a jugé qu'il y avait une couverture vaccinale au niveau du pays qui n'était pas suffisante. Alors qu'en Suède, les mêmes 11 vaccins, il y a 95% des enfants qui les reçoivent. Il n'y a pas eu besoin de rendre obligatoire parce qu'on leur dit qu'il faut le faire, que c'est bon pour leurs enfants et pour la collectivité. Ben, ils le font. Voilà. Alors, tout ça pour dire qu'on voit l'intérêt des vaccins au niveau de la santé et de la santé collective et individuelle. Et on voit l'importance pour la gestion de la santé publique en termes de stratégie. Et bien pourtant, il y a une défiance extraordinaire qui s'est installée. C'est-à-dire qu'il y avait eu un sondage en 2016, on avait vu que 41% des citoyens français pensaient que les vaccins n'étaient pas sûrs. Ah, là autre chose. On a été un peu étonnés à l'époque. 2017, à nouveau, avant de passer à l'obligation des 11 vaccins, il y a eu un sondage au Doxa qui a montré que c'était encore pire. 50%. Donc la France partagée en deux. Elle est souvent partagée en deux, la France. Et puis en 2018, il y a eu un sondage international, Gallup, 33% étaient méfiants pour le truc, et on était vraiment les derniers au niveau mondial. On est le pays qui a le moins confiance dans les vaccins. C'est invraisemblable de voir à quel point on est totalement la lanterne rouge. Donc il y a une spécificité française qui est très marquée, c'est pas de justesse, qui est extrêmement marquée. Et donc, question, quoi, pourquoi quoi, qu'est-ce qui se passe en France, comprenons ce qui se passe dans la tête des gens. Il y a des raisons, bien évidemment. Alors les raisons sont multiples. Et c'est là on est au cœur, bien évidemment, de notre sujet. Il y a d'abord il y a des choses qui ont un peu déclenché, qui sont en trame de fond. D'abord, il y a eu des erreurs faites par l'État au niveau des vaccins. Il y en a eu plusieurs. Et ça, bon, moi, j'ai pas envie de me complaire à les expliquer, mais il y a eu des erreurs de stratégie et des erreurs de communication, principalement. Ça a été surtout des erreurs de communication. Alors ça, c'est dommage, parce que ça entraîne, après, une perte de confiance. Or, tout est lié à la confiance. Il y a eu également des croyances scientifiques, enfin pseudo-scientifiques, qui ont été propagées par des activistes de façon incroyable. Donc là, il y a des gens qui ont gobé ça. Et puis il y a aussi une activité anti-système, anticapitaliste, anti-big pharma, qui a fait tout ça. Donc on est dans cette situation et la perception du bénéfice-risque s'est inversé. C'est-à-dire, comme en plus les vaccins marchent extrêmement bien, du coup, les pathologies sont plus là, et on se dit, mais attendez, pourquoi on vaccine alors qu'il n'y a plus de maladie par rapport à... Et on a essayé de trouver des tas de problèmes. Donc, la perception de la balance bénéfice-risque, qui est extrêmement favorable, elle s'est inversée dans la tête des gens. On comprenait bien, parce que comment comprendre le bénéfice si le problème est à peu près réglé ? En plus, la peur se répand très rapidement. Dès qu'on fait une objection, dès qu'on soulève un problème, les gens ont peur et ça se répand. On a bien vu l'histoire d'hépatite B on a dit que l'hépatite B, le vaccin contre l'hépatite B pouvait déclencher des scléroses en plaques. Bien sûr, ça n'a jamais été vérifié.
On a très vite fait de grandes études et il a été démontré que ce n'était pas vrai. Il n'y en avait pas plus chez les vaccinés contre l'hépatite B que les autres. Ben, en tout cas, c'est resté dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'avec une affirmation basée sur rien, qui est communiquée, les gens embrayent, on fait les études quand on a vérifié, parce que si c'était le cas, il faudrait faire attention, hein, on s'en préoccupe. Donc, ça a été fait et ça est resté dans la tête des gens, ça reste. Et il y a eu des études justement d'opinion sur cette histoire-là, hépatite B et sclérose en plaques, et on s'est vu qu'il a fallu au moins 15 ans pour que la couverture vaccinale recommence à augmenter. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait quasiment un changement de génération. Des gens qui n'avaient pas vécu cette espèce de psychodrame et de désinformation de l'époque pour arriver à redémarrer dans un climat de confiance pour ces vaccins qui sont extrêmement, extrêmement utiles. Donc les démentis scientifiques, avec tous les éléments voulus, ne suffisent pas. Souvent d'ailleurs, les peurs d'un vaccin donné sont parties d'une crise. Hein. Alors il y a eu, on parlera de l'histoire de la rougeole et de l'autisme en Angleterre, on parlera de l'hépatite B aussi, sclérose en plaques, ça on en a parlé, et la coqueluche qui aurait donné pour les gens des problèmes neurologiques, ce qui bien sûr n'a pas été vérifié. Alors, ce qu'il faut, alors là il y a beaucoup, alors où est-ce qu'on en est dans le timing? On a commencé. Oui, faites. Il y a une question qui, je pense, peut être posée maintenant. Allez-y. Sébastien qui demande si les premiers vaccins ont été utilisés 100 ans après leur invention. Qu'est-ce qui a fait qu'on les a inventés? Il y a un écho où on n'a pas compris la question. Comment on a inventé les vaccins? Donc, écoutez, c'est une histoire étonnante, hein, c'est l'histoire de Jenner, c'est l'histoire de... alors, c'est un peu... L'idée, c'était une idée qui était extraordinaire, c'était d'imaginer qu'en inoculant une maladie, mais d'une façon qui n'était pas dangereuse pour l'homme, on pouvait peut-être déclencher une réaction de l'organisme. On n'avait aucune idée d'un mécanisme quelconque. L'immunologie n'existait pas, on ne savait même pas qu'il y avait des bactéries, et on s'est dit peut-être qu'on va protéger les gens. Non, mais pourquoi? Parce qu'ils avaient observé, Jenner quand même, que chez les filles à la ferme, où il y avait de l'élevage bovin, les treilleuses qui treillaient les vaches, qui avaient une maladie du pied de la vache, qui était une vaccine, donc qui est un poxvirus, qui n'est pas celui de la variole, qui est un autre, et qui n'est pas pathogène pour l'homme, eh bien, elles avaient une petite pustule sur les doigts, à la rigueur, mais elles ne faisaient pas de variole. Et quand il y avait des épidémies de variole, parce que ça y allait, et les gens mouraient, eh ben elle ne faisait pas de variole. Il fallait quand même être très astucieux et très observateur pour remarquer ça. Alors après, il ne suffisait pas de le remarquer, il fallait après prouver derrière. Et après, on a vu, à partir de cette constatation astucieuse, qu'effectivement, il y avait quelque chose et que du coup, il s'est dit, si on faisait pareil, il avait vu il y avait des épidémies de vaccines, hein, de cette pathologie à poxvirus des mamelles des vaches. Donc, il s'est dit, il y a peut-être quelque chose là-dedans qui fait qu'il les protège. Parce que ça ressemblait. Les pustules qu'on avait sur les pieds de la vache ressemblaient aux pustules de la variole. Donc, il a fait un rapprochement. Il se voyait bien qu'on n'attrapait pas la maladie des vaches. Hein, on a juste quelques pustules et c'était tout. Alors que la variole, c'était épouvantable. Donc, il a eu cette idée-là. Voilà, donc c'est comme ça que ça a démarré. Après, il y a eu Pasteur, c'est autre chose. Hein, Pasteur, ça a été une démarche assez différente dans les années 1880. Mais là, si on raconte tout ça, on n'est pas sorti de l'affaire. Non, en fait, vous m'entendez là? Oui. Ça va mieux? C'était pas la question. En fait, c'était si les premiers vaccins ont été utiles 100 ans après leur invention, qu'est-ce qui a fait qu'on les a inventés? Je ne comprends pas très bien la question. Alors, Sébastien, après, oui, vous pouvez prendre la parole du coup pour expliquer votre demande? Quoi? Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Oui, j'avais cru comprendre, c'est arrivé en cours de conversation, j'avais cru comprendre que les vaccins avaient été inventés 100 ans avant leur première utilisation. Peut-être que je me trompe alors. Bon, il y a des vieilles histoires. Quand on remonte à l'Antiquité,
il y a effectivement des histoires de gens qui faisaient une espèce de prévention en inoculant des trucs, en s'exposant. Mais c'était très mal documenté, donc on ne sait pas trop. Mais le concept est ancien. D'ailleurs, déjà, avec Mithridate, pour le risque d'empoisonnement, la mithridatisation, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on prend, c'est le mal par le mal, mais des fois, le mal par le mal, il va tuer. Hein, donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein, mais c'est un concept qui a toujours été intéressant et on s'habitue avec des doses croissantes. Ce n'est pas du tout le même système, hein, puisqu'on désensibilise. Quand on fait quand on accoutume des gens à un poison, ça n'a rien à voir avec la démarche du vaccin. Mais en attendant, c'était un peu dans l'esprit. Donc ça se faisait, mais par contre, on n'avait jamais rien donné. Alors que Jenner a eu ce génie. Est-ce que les saignées, ça fonctionnait dans le même sens? Allez, alors c'est autre chose. Il y avait des théories. Là, on va partir dans des domaines qui sont loin du sujet, mais moi, ça ne me dérange pas. Non, mais rapidement, les saignées et les purgations, pourquoi pas. On vient à Molière. Il y avait des théories. On ne savait même pas que le sang circulait. Hein. Donc, vous imaginez un peu comment on pouvait arriver à traiter les patients. Et il y avait des théories. Il y avait la théorie des humeurs, les 4 humeurs. Et parmi les humeurs, je ne vais pas les expliquer les 4 humeurs, hein, la lymphe, la bile noire et le sang. Et on avait des caractères sanguins, caractères lymphatiques, tout ça. Et pour le sang était supposé véhiculer des substances mauvaises, hein, de mauvaise humeur. Donc il fallait les enlever. Et c'était pareil les lavements, on vidait, on nettoyait, quoi. On nettoyait les gens en gros. Donc voilà, donc ça n'a strictement rien à voir avec l'histoire des vaccins. D'accord. Et on a tué beaucoup de gens avec les saignées, bien sûr, notamment George Washington. On ne le sait pas, mais il est mort d'un excès de saignée invraisemblable. Je reprends ou... On reprend, oui. Oui. Alors, bon, Oui, je vais aller très très vite parce que c'est un sujet gigantesque. Pour les problèmes des vaccins, les objections et les idées fausses. Donc, très très vite. Hein. Je ne vous donnerai pas trop d'arguments, je suis désolé. Vous me croyez sur parole ou sinon vous me posez la question et là j'irai plus dans le détail. Dans les idées fausses anti-vaccins, alors il y avait d'abord l'idée qu'une bonne hygiène de vie suffisait à protéger contre les maladies. Bon, c'est archi faux. Bien évidemment, l'hygiène fait partie de la lutte contre les maladies infectieuses. Je ne l'ai pas cité au début, j'aurais dû. Mais ça ne suffit pas. Hein. La rougeole, la rubéole, ce n'est pas lié à des histoires d'hygiène. Et pourtant, les vaccins règlent le problème. Donc, c'est très bien l'hygiène, mais ça ne résout absolument pas. On n'aurait jamais éradiqué la variole avec des mesures d'hygiène. Donc, c'est une idée reçue qui est fausse, que ça suffirait. Que ça soit bien, c'est autre chose. Faire vacciner contre des maladies qui ont disparu en France, bon, ben, arrêtons là, on a bien vu, et l'Angleterre avait été déclarée hors rougeole aussi, comme les Amériques. Et ben, maintenant, la rougeole est revenue en Angleterre. Dès qu'on arrête de vacciner, on se rend compte que les bactéries ou les virus, ils n'ont pas disparu du globe. Ils reviennent. Ils reviennent finalement très vite. Ils redonnent lieu à des... Et s'ils tombent dans des populations qui n'ont aucune protection, et ben, ils vont faire des dégâts considérables, comme dans le temps. Voilà, on va revenir. Donc c'est pour ça qu'il est recommandé de ne pas lâcher le pied. Sauf si on éradique la maladie du globe. La variole a été éradiquée. Donc là, il n'y en a plus. Comme il n'y a pas de réservoir animal, c'est uniquement humain, le virus de la variole. Du coup, on s'est dit, on arrête de vacciner contre la variole. Là, on peut. La polio, elle a failli être éradiquée, c'est incroyable. Elle a failli être éradiquée dans les années 80, et parce qu'il y a quelques endroits au Pakistan, en Afghanistan, dans ces coins-là, qui refusaient de se faire vacciner contre la polio pour des raisons notamment religieuses ou anti-occidentales ou autres, eh bien, du coup, ça a redémarré. Maintenant, on s'est retrouvé avec d'autres pays. Et comme les gens ont eu tendance à arrêter de vacciner parce que qu'ils ne voyaient plus la maladie, hein, notamment on oublie tous les paralysés qu'on a vus, nous, dans les années 50 en France, quand même. La polio, c'était terrible. Hein. Vous avez eu des gens autour de vous qui avaient des problèmes d'appareillage à cause de la polio. Et bien, du coup, ça a redémarré. Et donc là, maintenant, alors qu'elle est éradicable, elle a toutes les caractéristiques pour être éradiquée. Donc, on est reparti dans une nouvelle démarche internationale avec l'OMS pour éradiquer la polio, avec le vaccin inactivé, et pas le vaccin vivant, mais ça nous entraînera un peu. Alors, donc,
les maladies ont disparu, tant mieux, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter. Le tétanos, il reviendra. Hein, le bacille tétanique, il est toujours là. Et toutes ces choses-là. Et quand on sait ce que c'est qu'un tétanos, quand on a traité, moi j'ai traité des tétanos en réanimation, je peux vous dire que c'est dramatique. Hein, ce n'est pas de la rigolade, même si on n'en meurt pas, mais souvent on en meurt. Ensuite, est-ce qu'on peut vacciner contre plusieurs maladies? Ça a été aussi un truc. On dit que c'est incroyable, on vaccine plusieurs. Alors, il y a deux façons d'ailleurs de vacciner contre plusieurs maladies. Soit on co-administre, c'est-à-dire qu'on va faire 3 piqûres avec 3 vaccins différents, soit on fait des vaccins combinés, c'est-à-dire que c'est dans la même seringue. Alors, l'avantage dans la même seringue, c'est que c'est qu'on pique qu'une fois, et notamment pour les enfants, c'est quand même un gros progrès. Bien évidemment, pour qu'on mélange 3 vaccins, par exemple d'été polio, ou bien le ROR, il faut bien évidemment avoir pris des précautions, être sûr qu'ils ne vont pas se poser de problèmes entre eux, qu'ils vont pas se détruire mutuellement, ils ne vont pas être instables, qu'il n'y en a pas un qui va diminuer l'immunisation due à l'autre, et que la tolérance va être bonne. Donc tout ça est vérifié dans tous les sens, et ça permet... alors après, il y a eu le vaccin pentavalent, et après le tétravalent, l'hexavalent. Maintenant, il y a un vaccin avec 6 valences, 6 vaccinations différentes dans la même seringue. Alors ça a beaucoup inquiété les gens. Mais maintenant que tout cela sont obligatoires, c'est quand même plus pratique de se protéger contre 6 maladies avec une seule piqûre que d'en faire 6. Après, les gens, ils disent, mais ils ont l'impression, et il y a des gens surtout qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ont agité, ont créé la peur chez les gens en disant, vous vous rendez compte ce qu'on fait à vos enfants. Et ça, cette peur était facile à mettre dans la tête de gens qui n'ont pas les bases médicales et scientifiques, et du coup, c'est resté, c'est entré très fort. On comprend bien ça, que ça soit entré, mais le problème, c'est que c'est pas vrai. Hein. Et du coup, ça a créé tout un ensemble de manifestations contre les vaccins en général, du coup. Hein. Alors, vacciner un enfant tout petit à partir de 2 mois, de 8 semaines, on va dire, mais attendez, il est trop petit, il n'a pas les moyens. Mais si, ça marche très bien, et l'immunité transmise par la mère, elle dure pas longtemps, elle dure quelques semaines ou quelques mois maximum. Et l'allaitement, ça donne des immunoglobulines, mais elle dure pas. Donc, c'est très bien l'immunité transmise. Et encore faut-il que la mère ait été immunisée, ait des anticorps contre la maladie en question. Hein. On peut faire toutes les maladies, les mères. Il s'en faut de beaucoup. Donc, du coup, il n'y a aucun problème. Et en plus, ils réagissaient extrêmement bien. D'abord, ils reçoivent plein d'antigènes, hein, les enfants. Ils reçoivent des antigènes de leur environnement, alors que des bactéries, des virus, alors qu'il n'y en avait pas. Ils ont des stimulations antigéniques, à côté desquelles les stimulations antigéniques des vaccins, c'est un peu de la rigolade. Est-ce qu'il faut vacciner contre l'hépatite B les enfants? Voilà. Alors, il y avait dans les autres questions, parce qu'il y a eu des questions multiples, il y a eu après les problèmes de tolérance. Hein. Les problèmes de tolérance, et là, on a dit des tas de choses. Et je vais vous les faire très, très vite. L'histoire de la vaccination antigrippale H1N1, c'est l'histoire de Roselyne Bachelot, c'est sa grippe. Ça a été quand même... Ça a été pas de chance pour elle, enfin pas de chance, ça a été une chance pour nous, c'est qu'elle a avorté l'épidémie. Et elle avait fait comme si ça devait être une épidémie dramatique. Et ça aurait pu, personne ne pouvait le savoir. Alors du coup, elle en a pris plein la gueule parce qu'elle a commandé beaucoup de vaccins, il y avait 1,7 milliard de masques. Elle a constitué des stocks qu'on aurait aimé avoir, nous, d'ailleurs, début 2020. Et il y a eu des tas d'histoires. Je raconte l'histoire de la grippe H1N1 et du coup, ça a créé des choses, ça a discrédité au niveau de la gestion politique. Et il y a eu des objections médicales qui étaient fausses, qui ont perturbé. Alors, pour les autres choses, après, il y a eu les problèmes de tolérance. Quand on parle d'effets secondaires, toutes les choses qui sont brandies par les antivax. Les antivax, c'est les gens qui sont contre les vaccins et qui font une propagande, qui sont militants et qui n'arrêtent pas de communiquer. Et il y a des personnes connues d'ailleurs dans ce genre-là. Alors, on pourrait en parler spécifiquement, je n'ai pas trop envie de faire de publicité parce que vous comprenez bien qu'infectiologue et pédiatre, et connaissant un peu l'histoire de la médecine, j'ai pas tendance à trouver que l'action des antivax est profitable pour la collectivité. Je pense qu'elle est extrêmement nuisible, et ça, c'est comme ça, hein, faut dire les choses comme elles sont. Quoi qu'il en soit, ils ont trouvé des tas de trucs. Chaque fois qu'il y a une idée, hop, ils vont la promouvoir, ils vont essayer toujours de trouver quelque chose pour savonner la planche des vaccins, avec une mauvaise foi évidente. Et donc, ils sortent un truc, après, une fois que c'est réfuté, ils en sortent un autre, c'est ce qu'on appelle le millefeuille argumentatif, c'est-à-dire qu'ils ont toute une pile de trucs. On va dire, ils avaient accusé le thiomersal, par exemple. Hein. Le thiomersal, donc c'est un produit, c'est un conservateur qu'on mettait dans le vaccin contre la grippe.
Ah, ils ont dit, ça pose des problèmes, c'est toxique, ça va poser des problèmes neuropsychologiques aux gens. Bon, on a vérifié, bien sûr, on a vérifié dans tous les sens, on a fait des grandes études, parce que ces gens-là qui affirment quelque chose, parce qu'il y a du mercure dedans. Donc on se dit, ah, du mercure, bah oui, mais c'est des zones extrêmement faibles, on ne peut pas comparer avec une intoxication mercurielle, ça n'a rien à voir. Mais une fois que les gens on a agité les trucs, bah après derrière, faut faire les études. Donc il y a eu une obligation de faire des grandes études pour justement regarder. On ne peut pas se permettre, notamment quand on a une autorité sanitaire de pays, de rester sur une idée comme ça sans s'en occuper et sans vérifier qu'il n'y a pas peut-être quand même quelque chose de vrai. Donc on le fait. S'il y a quelque chose, on le regarde et on adapte et on en tire les conséquences. Qui peut être d'arrêter un vaccin, pourquoi pas? Ben, le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Donc, il y a eu le thiomersal. Après, on a dit l'aluminium. Bon, c'est un adjuvant, l'aluminium, mais on ne l'a pas partout. Et quand des gens me disent « Ah, je ne veux pas que mon enfant soit vacciné contre la rougeole à cause de l'aluminium », je dis « mais ma pauvre dame, la rougeole, c'est un vaccin vivant, il n'y a pas d'aluminium dedans. » Mais il y a des mélanges, il y a des confusions incroyables. L'aluminium, c'est un excellent adjuvant qui a été découvert en 1926, hein, vous voyez, il y a presque 100 ans maintenant, qui est utilisé depuis plus de 90 ans et qui permet à des vaccins d'être plus efficaces, hein, adjuvant. Et il se trouve, alors, et ça ne s'adresse qu'à des vaccins inactivés, c'est-à-dire des vaccins avec des bactéries ou des virus qui sont pas vivants. Alors évidemment, on ne sait pas si les virus sont vivants, alors, bon, mais peu importe, qui ne sont pas infectieux, donc ils ne sont pas dangereux, donc, mais ils ne sont pas assez immunogènes. Donc on ajoute des adjuvants si on veut que ça soit efficace. Donc il y a que les vaccins inactivés, les vaccins ARN dont on parle actuellement, ARN messager, hein, Pfizer, Moderna et d'autres qui viennent, ils n'ont pas d'adjuvant parce qu'ils n'ont pas besoin d'adjuvant. Donc on en met parce qu'il y a besoin. Et l'aluminium, on est parti sur une idée que ça pouvait être toxique, l'aluminium. Bon. Alors, ça a été complètement démonté. Alors, il y a eu des tas d'études de fait. Hein. On avait vu, Gherardi avait vu à l'hôpital Henri Mondor, il avait vu qu'il y avait des petits dépôts d'aluminium dans certains cas chez les souris, hein, dans des conditions qui n'ont rien à voir avec la vaccination. Donc, oh là là, et puis il y avait une petite atteinte musculaire juste locale. Bon, alors du coup, ça fait tout un pataquès et on dit l'aluminium c'est dangereux. Il y a une espèce de psychopathie, de psychodrame sur l'aluminium, totalement infondée. On a étudié dans tous les sens. On a bien vu que les doses qui étaient données, elles étaient ridicules par rapport à tout ce que nous absorbons. C'était ridicule et on a fait des études cliniques considérables. On n'a jamais montré la moindre relation entre l'aluminium et une pathologie quelconque. Et on a bien vu que tout ça, que l'aluminium n'est absolument pas dangereux. Résultat des courses, ben, l'aluminium, il est toujours là et on est bien content qu'il soit là pour avoir des vaccins efficace et vous avez un vaccin inactivé en développement pour la Covid-19 qui contient de l'aluminium et tout va bien et il n'y a pas de problème. Donc l'aluminium, il y en a partout et ça ne pose aucun problème en pathologie humaine. Il peut y avoir un petit quelque chose au niveau des muscles à l'endroit où on est injecté, mais ça s'arrête là. Et encore, c'est rarissime. Mais en tout cas, jamais de maladie générale, comme ça a été dit, hein, avec notamment la fameuse myofasciite nécrosante, des problèmes neurologiques, des maladies auto-immunes qui seraient déclenchées, enfin tout un ensemble de choses qui ont été mises en avant. Et maladies auto-immunes aussi. Et là, vous avez entendu parler de la fameuse myofasciite à macrophage, bon, qui n'existe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas parfois, dans des cas rarissimes, encore une fois, un petit quelque chose au niveau local, avec le muscle qui s'est un petit peu abîmé du fait de l'injection, une réaction. Mais c'est rare, c'est très rare, et ce n'est pas du tout une maladie générale. On reconnaît les faits, mais pas ce qui n'est pas vrai. Alors, l'autisme et la rougeole. Donc, il y a un Britannique, hein, Andrew Wakefield, qui, c'est en 98, hein, donc c'est encore finalement assez récent, a fait une publication dans le Lancet sur 12 enfants qui suggérait qu'il y aurait un lien entre le vaccin ROR et l'autisme. Il n'y a aucune comparaison, il n'y a rien, un effectif extrêmement faible, et il avait truqué les résultats. Et alors, le Lancet a retiré l'article. On sait que le Lancet, ça arrive qu'il retire. Hein, vous avez entendu parler de ce que certains ont appelé le Lancet Gate. Et Wakefield a été radié de l'ordre des médecins britanniques. C'était un tricheur majeur.
On a fait des études, on a fait plein d'études de relations entre le vaccin ROR et l'autisme. Donc il y a eu une mobilisation extraordinaire. Il y a eu une étude au Danemark de 657 000 patients, enfants nés avec... certains avaient été vaccinés, d'autres ne l'avaient pas été, et il y a eu moins d'autisme dans le groupe vacciné. Donc, on n'en déduit pas que le vaccin anti-rougeole est un traitement contre l'autisme, est une prévention de l'autisme. Enfin, en tout cas, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec un déclenchement d'autisme. Voilà, la sclérose en plaques, donc c'est pareil, hein, c'était l'histoire de l'hépatite B. Il n'y a jamais eu aucune relation. Le syndrome de Guillain-Barré et la vaccination, c'est un peu différent. Je ne vais pas vous expliquer ce qu'est le syndrome de Guillain-Barré parce que bon, j'en ai traité un certain nombre en réanimation, mais c'est quelque chose qui est normalement bénin, qui régresse spontanément. Bon, des fois, c'est quand même pas rien, c'est pas rien, mais il y a des fois une réanimation assez lourde. C'est une pathologie neurologique périphérique très particulière et qui est très rare, hein, mais qui existe spontanément et qui peut se voir souvent après un épisode infectieux, quel qu'il soit. Bon, il est possible qu'il y ait une très légère augmentation du nombre de syndromes de Guillain-Barré après certains vaccins, notamment contre la grippe. Contre la grippe, ça a été peut-être décrit. C'est pas clair s'il y a plus de syndrome de Guillain-Barré après vaccination antigrippale que quand on n'a pas eu. C'est pas clair du tout. Il y aurait peut-être un petit quelque chose. Là, les données font que on peut, très honnêtement, on peut pas affirmer que. Mais enfin, franchement, c'est extrêmement mineur, si tant est que ça existe, par rapport au problème de la grippe, qui est quand même une pathologie potentiellement mortelle. Il y a eu les morts subites du nourrisson. On a attaqué, on a accusé certains vaccins d'augmenter le risque de mort subite du nourrisson. Vous savez ce que c'est, hein? C'est une catastrophe, hein, la mort subite du nourrisson. Des enfants qui se réveillent pas, qui sont morts, qu'on découvre morts dans leur berceau. C'est un drame, ce sont des drames. Et alors, il y a eu des études, il y a eu des grandes études qui ont été faites et qui ont montré, c'est un peu comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, de façon paradoxale, dans les 3 études, il y avait une baisse du risque de mort subite du nourrisson quand les enfants étaient vaccinés, avec des vaccins de l'enfance. Donc, et c'était diminué de façon considérable. Il y avait presque 2 fois moins de risques. Alors, il y a peut-être un rapport là, par contre, entre la vaccination et une espèce de prévention de la mort subite du nourrisson. En tout cas, c'est dire qu'on était bien loin d'avoir une responsabilité des vaccins de l'enfance dans la mort subite du nourrisson. C'était quand même un peu fort de café de sortir ça. Il suffisait qu'il y ait une mort subite de nourrisson quelque part alors qu'il avait reçu un vaccin pour dire « Ah ben c'est lui ». Puis comme de toute façon les enfants ils sont vaccinés quand même pas mal dans leurs 2 premières années, bah, il y aura toujours des maladies qui vont apparaître après des vaccins, 1 mois, 2 mois après, c'est automatique statistiquement. Donc si à chaque fois on dit que c'est le vaccin, on peut dire n'importe quoi. Ce qu'il faut derrière, c'est bien sûr surveiller, mais regarder, valider et faire des études sérieuses pour voir s'il y a vraiment quelque chose ou pas. S'il y a quelque chose, faut s'en occuper, mais s'il n'y a rien, faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est ça la question. Hein, il y a eu également l'histoire du système immunitaire des nourrissons, ça a été beaucoup dit. Et puis, voilà. Alors, au total, les vaccins, ils sont très bien tolérés, globalement, tous les vaccins. Alors, évidemment, ils ne sont pas tous identiques. Hein. Les problèmes qu'on a, il y a 2 types de réactions qui existent et qui sont complètement bien contrôlées, bien connues. C'est d'abord des réactions au moment de l'injection, en général dans les 2 jours, voire dans les 3 jours. C'est une réaction à l'injection d'antigènes, c'est l'organisme qui réagit. Hein, c'est ce qu'on appelle l'effet réactogène. C'est une réaction qui est attendue. On injecte quelque chose, on attend que l'organisme réagisse avec des macrophages, avec des lymphocytes, pour qu'il y ait justement création de l'immunité. Donc cet aspect réactogène est attendu, il est variable suivant les gens, tout le monde ne va pas faire pareil. Il est plus fréquent chez les jeunes d'ailleurs que chez les personnes âgées, parce que on pense. Et on a vu ça avec l'histoire des soignants en Bretagne récemment avec le vaccin AstraZeneca, Covid-19, où il y a eu des réactions un peu marquées, semble-t-il. Bon, je ne sais pas pourquoi il y en aurait plus qu'ailleurs, parce qu'il faut voir le nombre de personnes qui ont déjà eu ce vaccin. Bon, mais ce sont des gens qui sont dans des tranches d'âge plutôt jeunes. Hein. Donc, les personnes âgées, qui sont d'ailleurs les plus importantes pour ces vaccins anti-Covid, ils ont moins de réactions réactogènes. Alors voilà, bon,
Donc c'est attendu, c'est plus ou moins important. Des fois, bon, c'est un peu sévère, il y a de la fièvre, il y a une fatigue, il y a un peu mal partout, ça dure 2-3 jours. Bon, voilà, hein. Une fois qu'on a fait ça, c'est admis, c'est connu, on donne un traitement symptomatique, mais c'est pas, quand on voit l'intérêt d'éviter les maladies, enfin il n'y a pas photo, hein, et de très 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 loin. Un autre événement, ça peut être des réactions allergiques, hein, et notamment le problème c'est le choc anaphylactique. Le choc anaphylactique, on la rate extrêmement rarement, mais on a pu avoir des cas, même c'est rarissime, avec les vaccins à ARN messager. Donc, mais chez des gens qui font des chocs anaphylactiques, qui ont l'habitude. D'ailleurs, les gens qui ont été décrits aux États-Unis notamment, ayant fait des chocs anaphylactiques, alors là, c'est dans les minutes hein, qui suivent l'injection, on ne peut pas se tromper. Ils avaient dans la poche une ampoule d'adrénaline. En fait, c'est un stylo hein, pour pouvoir s'injecter eux-mêmes, parce que c'est des gens sujets à ça, donc ils sont équipés, hein, parce qu'il faut tout de suite faire une injection d'adrénaline. Moyennant quoi, on les connaît et le choc anaphylactique, il se résout très bien, toujours. Hein, il s'est toujours bien résolu avec ces vaccins. Donc, c'est un inconfort, c'est rarissime. Quand ça arrive, il faut être prêt. C'est pour ça qu'on demande aujourd'hui, hein, vous le savez, pour ces vaccins anti-Covid-19, de rester, d'avoir un médecin qui reste, ou une personne habilitée, qui reste un quart d'heure à côté. Hein, le patient doit rester. Et si on reste 1 heure, quand un grand allergique, c'est mieux. Alors aujourd'hui, là je parle un peu de la Covid-19, aujourd'hui, je ne sais plus ce que je voulais dire là-dessus. Bon, voilà, donc c'est une question. Et ah oui, ce que je voulais dire, c'est que malgré ces quelques chocs très rares, par rapport aux bénéfices, il n'est pas décidé de contre-indiquer ces vaccins chez les gens qui sont sujets à des chocs anaphylactiques. On peut le faire. Voilà. Par contre, si vous faites un choc anaphylactique avec la première dose de vaccin, vous n'aurez pas droit à une deuxième dose. Là, il y aura contre-indication. Donc les allergiques peuvent parfaitement recevoir ces vaccins. Donc c'est un fait qui est connu, mais c'est très gérable. Voilà en gros ça. Après, des fois il y a des contre-indications. C'est pas parce qu'il y a des contre-indications qu'il y a effet secondaire. Là, on voit que, par exemple, une allergie sévère, c'est sûr qu'on va se poser la question de donner un produit potentiellement allergique, mais ce sont des gens plutôt rares. Et voilà. Et quand on dit qu'on ne va pas donner un vaccin, par exemple les nouveaux vaccins anti-Covid-19 à la femme enceinte, c'est pas parce que c'est toxique pour la femme enceinte, c'est qu'on n'a pas fait d'études. Il y a eu quelques cas dans les études, femmes qui ont été enceintes par hasard, mais on n'a pas les éléments. Donc quand on ne sait pas, eh ben, on préfère ne pas donner. Hein. Vous avez vu le vaccin AstraZeneca, la HAS, la Haute Autorité de Santé française, a décidé de ne le donner qu'aux gens de moins de 65 ans. C'est pas parce qu'il n'est pas bon au-delà, il est probablement excellent pour les plus de 70-75 ans. Simplement, il n'y avait pas assez de patients, de sujets, ce n'est pas des patients, dans les essais. Donc comme il n'y en avait pas beaucoup, on dit on n'a pas les éléments, on ne peut pas juger suffisamment, donc continuez, refaites des essais, et quand il y en aura assez, vous aurez les éléments, là on regardera, et à ce moment-là on le fera. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas chez les personnes âgées, comme ça a été dit. Là on parle, vous voyez, de l'efficacité et la tolérance. Voilà donc un ensemble de données que je voulais dire sur la peur des vaccins en général. Bon, vous voyez, on a un peu parlé du SARS-CoV-2 quand même, et le problème du rapport bénéfice-risque et de cette défiance qui est liée à des événements et qui est entretenue par un certain nombre de gens qui font de la propagande et qui font du militantisme et qui arrivent à convaincre des gens qui n'ont pas les connaissances pour être critiques. Voilà, donc, et quand on arrête de vacciner, eh ben, ça redémarre. Hein. Voilà. Alors après, bon, il y a toute l'histoire des antivax hein, et le rôle des médias, le rôle d'Internet. Il y a des sites d'information qui sont excellents pour parler des vaccins. Moi, je vous conseille cela. Je vous conseille notamment vaccinationinfoservice.fr, officiel, c'est excellent. Il y a énormément de choses dedans. Vous avez des sites de l'OMS, vous avez des sites privés. Il y en a un qui s'appelle sur Facebook Vaccin France. C'est des gens qui font ça, qui sont extrêmement compétents. Vous avez des tas d'informations excellentes. Il faut aller les chercher plutôt que de lire et de subir la désinformation qui malheureusement est prégnante, notamment sur les réseaux sociaux. Voilà, je m'arrête là pour la partie générale. Je ne sais pas d'ailleurs si on aura le temps de faire beaucoup plus, j'en sais rien.
C'est Michel qui va décider. Et là, des questions, et après on pourra parler de la Covid-19 si vous avez encore le courage et si vous avez des questions. Mais là, je partirai plutôt de questions du coup, à cause du temps. Je peux y aller. Madeleine, justement, qui voulait, Allez-y. J'ai deux questions que j'ai notées. La première, c'est pourquoi ne parlons-nous jamais de vaccins pour les personnes de 65 ans et plus sur le Zona? Ben, si, attendez, bien sûr qu'on en parle. Et il y a. On n'entend pas beaucoup parler et tous les gens disent à la peine, il vaut mieux aller voir un guérisseur. Voilà. Ça, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est un vrai problème, hein, le zona chez les personnes âgées, bien sûr, surtout le zona ophtalmique, hein, qui peut donner des ulcérations de la cornée. Et de toute façon, c'est fatigant, c'est très douloureux. Hein, les algies zostériennes, c'est terrible. Non, c'est une vraie question. Et il y a beaucoup de recherches et je pense qu'il y a des vaccins aujourd'hui anti-zona qui sont très prometteurs et qui sont en développement. Donc c'est un sujet qui n'est pas du tout négligé. Par contre, c'est pas parce qu'on veut trouver un vaccin qu'on va le trouver. C'est pas toujours facile. Regardez sur le VIH, il faut voir les efforts qui ont été faits pendant 30 ans, 40 ans. On croyait qu'on aurait très vite un vaccin. Ben non, on n'y arrive pas. C'est parce que le virus est compliqué et il change tout le temps. Donc, c'est pas parce qu'on veut le faire qu'on va y arriver. Oui, alors, le vaccin existe et il est recommandé à partir de 65 ans. Et moi, je l'ai fait. Ça existe. Et personne ne le sait. Non, mais il existe, oui. Vous savez, d'abord, c'est le même virus que celui de la varicelle. Mais c'est le virus varicelle zona. Oui, mais c'est pas pour ça que le vaccin contre la varicelle va être marché sur le zona. Donc, il y a un vaccin zona et il y en a d'autres en recherche. Ouais, et c'est parce qu'aux États-Unis, c'est très courant. En France, on n'en parle pas. Je vois même. Je sais pas, normalement, les médecins sont informés. Hein. Je sais pas, Le médecin a dit que c'était la première fois qu'elle avait une demande de ce genre. Et tous les gens à qui je parle me disent « Ah, bien, il vaut mieux voir un guérisseur. » Je dis « Pas moi. » Vous faites ce que vous voulez. Simplement, votre zona, il sera toujours là. Non, mais c'est comme… non, mais après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, s'il y a des choses qui existent et que vous n'avez pas l'info et que votre médecin n'en parle pas… Il est sur le calendrier. Hein. Il est pas, mais il est sur le calendrier des vaccins. Ah oui, ben alors donc, donc il n'y a pas de question. Tout va bien. Alors, la deuxième question, c'est qu'on m'a dit que l'histoire de l'aluminium dans les vaccins ne tenait pas debout parce que de toute façon, on avait de l'aluminium dans le sang. Est-ce vrai? Oui, alors il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont regardé quantitativement ce que ça pouvait faire, ce qu'on a dans l'alimentation, ce qu'on a en cosmétologie. Il y a beaucoup d'aluminium qui pénètre. Il y a plein de choses. Donc, ça a été documenté dans tous les sens. Et bien sûr, on a de l'aluminium dans le sang. On a un taux. Il y a un cas où il y a une toxicité de l'aluminium, c'est sur les insuffisants rénaux, très grave. Hein, ils ont un problème où ils stockent l'aluminium et eux, chez eux, particulièrement les insuffisants rénaux en dialyse, etc. Chez eux, on peut avoir ce qu'on appelle une encéphalopathie à l'aluminium, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on donne dans un vaccin en termes d'accumulation, ça n'a rien à voir. En plus, on a des apports chroniques permanents d'aluminium. Et là, quand on vaccine pas tous les jours, pendant des années. On vaccine une fois à un âge, une autre fois 2 mois après. C'est rien en termes de… C'est une histoire qui est complètement montée de toutes pièces, cette histoire d'aluminium. Ça, enfin, quand même, il faut le dire. Et pourtant, elle est tellement vivante dans la tête des gens. Merci. Je vous en prie. On peut continuer avec les questions? Oui, des questions plutôt, oui. Je préfère… Allez, on y va. Vous m'entendez bien là? Parfaitement. Bon, alors, j'ai une question de Bernard, donc, qui vient de quitter la réunion, mais bon, je pense que ça peut intéresser d'autres personnes. Le vaccin AstraZeneca pour les moins de 65 ans n'est pas recommandé. Je vais sur 66. Dois-je le faire ou attendre? Il n'est pas, comment, vous dites? Il n'est pas recommandé? Il n'est pas recommandé. Ah bon? Non, c'est l'inverse. Pour les moins de 65 ans? Non, ah oui, effectivement, non, c'est le contraire en fait. C'est pour les plus de 65 ans. C'est pour les plus de 65 ans. Et je pense que c'est surtout par rapport à son traitement, parce que moi j'avais entendu la même chose. Apparemment, le vaccin AstraZeneca n'est pas forcément recommandé pour les personnes qui sont sous antibio. Sous quoi? Sous antibiotiques? Antibio. C'est Antivio, c'est un immunomodulateur.
D'accord, sous un oui. Écoutez, ce vaccin-là, ces vaccins, alors, traitement en cas d'immunosuppression ou d'immunomodulation, emploie des vaccins anti-Covid. Il n'y a aucune contre-indication. Il y en a eu dans les grandes études qui avaient tel ou tel traitement. Il y en a tout un paquet. J'avais compris antibio. Il y en a des tas et il n'y a jamais eu d'effet secondaire particulier. Le seul risque, quand même, c'est que le vaccin soit moins efficace parce que la réaction immunogène va être moins forte. Donc, c'est la seule chose qui peut arriver. Et là, il y aura peut-être des régimes thérapeutiques. Voilà. Alors, il y a des études, des suivis de cohortes qui sont en place, notamment par l'Agence française du médicament, qui vont suivre des cohortes de patients immunodéprimés ou greffés, etc. Il y a différentes catégories, il y a tout un travail qui est en cours et qui donnera des réponses à ça. Mais effets secondaires supplémentaires aujourd'hui, non. La réponse, ça a été regardée dans tous les sens, la réponse c'est non. Et baisse d'activité vaccinante, peut-être, c'est le risque. Mais dans ce cas-là, c'est pas très grave. Moi, je pense qu'il faut vacciner ces gens-là, en tout cas. Juste une recommandation que je vous donne par rapport à une information que j'ai eue la semaine dernière. Oui. Les personnes qui sont sous anti-TNF Oui. ou anti-JAK ou immunomodulateurs, immunosuppresseurs, il faut faire les vaccins de manière générale à distance de 10 à 15 jours avant ou après. Oui, alors voilà, ça c'est une règle générale. D'ailleurs, c'est aussi en cas de poussée d'une maladie auto-immune ou en cas de poussée d'une maladie, on préfère attendre. Et après un traitement immunosuppresseur et immunomodulateur, on attend effectivement 15 jours ou un peu plus. C'est dans les recommandations de la HAS. Ça, c'est écrit partout. Et c'est une précaution, bon, un peu au pif, mais c'est une sage précaution. On n'aime pas vacciner d'ailleurs, dans quelques cas que ce soit, pendant un épisode infectieux, quand les gens luttent contre une maladie autre, et notamment infectieuse, ou quand ils ont un traitement qui va jouer sur leur immunité. Donc on n'aime pas trop, on préfère attendre que ça soit passé. Évidemment, la maladie, elle est toujours là, mais elle n'est pas poussée. D'accord. Ensuite, il y avait une question sur le vaccin de la rougeole. Oui. Sous anti-TNF. Visiblement, c'est déconseillé. Est-ce que vous confirmez ? C'est différent. Oui, alors, j'ai fait une réponse générale, mais il y a un bémol pour les vaccins vivants. Parce que les vaccins à ARN messager ou les vaccins vectorisés ou les vaccins inactivés ou les vaccins protéines recombinantes, tout ce qu'on a dans la COVID-19, il n'y a pas de problème. Mais un vaccin vivant, c'est un peu différent. J'ai pas voulu aller. Le vaccin contre la rougeole est un vaccin vivant. Et le BCG aussi, d'ailleurs, est déconseillé. Parce que il peut y avoir chez des patients dont les défenses sont très diminuées, il peut y avoir une facilitation quand même de l'infection non pas par le virus d'origine, mais par le virus vaccinal. Notamment avec le BCG, c'était ce qu'on appelait des BCG généralisés chez des immunodéprimés. Ce n'était pas la tuberculose, mais c'était le bacille de Calmette-Guérin lui-même qui se développait de façon qui pouvait poser des problèmes. Donc, les vaccins vivants, c'est à part pour les traitements immunosuppresseurs. Je parlais là, on était dans les Covid et aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin vivant en développement. Enfin, à venir, il y en a un en développement, mais je ne sais pas s'il y en aura un jour. Donc, on n'a que des vaccins qui ne posent pas de problème, comme on était plutôt Covid-19. Mais bien sûr, le vaccin contre la varicelle, par exemple, qui est un vaccin vivant, il faut faire très attention à ne pas donner à des immunodéprimés. Ça, c'est bien connu. D'accord. Et ensuite, j'ai une autre question. Comment expliquez-vous la quasi-absence de la grippe cet hiver? Est-ce que ce serait les gestes... Comment expliquez-vous? Oui, non, j'ai compris. Est-ce que ce serait les gestes barrières? Et à savoir si la prédominance forte d'un virus pouvait écraser les autres. Oui, alors, je vais répondre à cette question parce que c'est une question intéressante, mais pour laquelle on n'a pas forcément une réponse validée. Donc, si ce n'est pas validé, je vous donne quand même une réponse personnelle, mais qui n'est pas personnelle, qui est partagée par la communauté scientifique. Il y a deux raisons possibles pour lesquelles on est moins de grippe. Il y en a trois. D'abord, tous les ans, on n'a pas la même chose en termes de grippe. Il peut y avoir une coïncidence. Deuxièmement, c'est peut-être pas la bonne raison. Deuxièmement, oui, il y a une concurrence entre les virus. On fait en général pas deux maladies virales en même temps. Il y a des systèmes d'interférence virale. D'ailleurs, le nom d'interféron vient de là. Et quand il y a un virus s'installe, un autre
aura du mal à s'installer parce qu'il y aura tout un ensemble de défenses, notamment au niveau des muqueuses, qui vont être mises en jeu. Donc déjà, le fait qu'il y ait une épidémie importante là peut être un élément. Mais ce n'est pas la seule raison. La raison des gestes barrières, elle est énorme. Elle est énorme, hein, puisque c'est les mêmes gestes barrières pour des virus à propagation à porte d'entrée respiratoire. Donc c'est la même chose. Donc c'est sûr que les gestes barrières, qui sont quelque chose de complètement inédit pour le SARS-CoV-2, il n'y a aucune raison qu'ils n'agissent pas sur le virus de la grippe. Donc voilà, donc il y a différentes raisons. J'espère qu'on fera le tri plus tard, mais vous vous rendez compte comme c'est difficile de faire des relations de cause à effet entre telle et telle mesure, entre tel et tel événement et l'apparition d'une épidémie grippale plus ou moins importante. Cela dit, c'était bien de se faire vacciner contre la grippe quand même. Hein. Moi, je me suis vacciné contre la grippe en novembre. Je n'ai pas hésité une seconde. Hein. Bien sûr. Donc, il y a peut-être aussi les mêmes effets par rapport à la gastro, vu les gestes barrières que l'on prend. Oui, bah oui, alors c'est pas respiratoire, mais à partir du moment où il y a une hygiène et qu'on voit pas trop les gens, parce que gastroentérite, ça dépend. Oui, après il y a tellement de gastroentérite. Hein. Il y a celle des petits hein, avec le rotavirus. C'est sûr que s'il y a une contamination interhumaine. Hein. Et après il y a toutes les entérovirus et autres qui donnent des gastroentérites virales chez l'adulte. C'est sûr que si on a moins de contact et qu'on se lave les mains tout le temps, on en fera moins, ça c'est sûr. Et cela dit, la Covid-19, des fois, elle se traduit par une gastroentérite. Hein, donc, ouais, ça c'est pour plaisanter. Oui. Et donc, j'ai une dernière question. Peut-on se faire vacciner sans crainte lorsque l'on est à la fois sous anticoagulant et sous immunosuppresseur? Bah, c'est deux choses qui n'ont rien à voir, hein, donc séparons-les. Les immunosuppresseurs, on en a parlé. Hein, donc, alors le problème des... Les deux combinés? Ben, non, prenez-les un par un, hein, ça ira très bien. Le problème des anticoagulants, c'est que c'est un problème, c'est qu'il faut injecter en intramusculaire. Hein, et il est déconseillé, il est interdit même d'injecter en sous-cutané. Parce que ce qu'on faisait souvent, quand on ne peut pas faire en intramusculaire, on fait en sous-cutané. Comme ça, on n'a pas d'hématome intramusculaire. Donc là, non, c'est pas bon. Ou alors, bon, si ça dépend de l'anticoagulation et du taux de l'INR, si c'est des antivitamines K ou des autres paramètres. Si on pense que c'est possible, on injecte en intramusculaire, dans le deltoïde, et on comprime assez longuement. Première chose. Deuxièmement, on peut utiliser une aiguille un peu plus fine que d'habitude. Alors, je n'ai pas en tête les diamètres, hein, les différentes gauges des aiguilles, mais avec une petite aiguille plus fine, on aura moins de risques. Voilà. Donc, il y a différentes façons, hein, appuyer fortement. Et si, malgré tout, il y a un risque d'hématome qui est jugé par le médecin, qui est excessif, il y a contre-indication à la vaccination, hein, on ne vaccine pas. On vaccinera plus tard si c'est possible. Malheureusement, on ne peut pas passer en sous-cutané, c'est dommage. Alors, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais bon. Si, déjà, ça vient du mécanisme d'action du vaccin. Si c'est un Pfizer ou un Moderna, vous savez qu'à l'intérieur du muscle, il va se créer une réaction, il va y avoir un afflux de cellules, notamment des myocytes, des cellules musculaires, et les cellules dites dendritiques, qui vont être infectées qui vont recevoir l'ARN messager, être infectées, je ne sais pas si on peut dire ça, et qui vont après présenter les antigènes fabriqués par l'ARN messager dans ces cellules, vont le présenter après aux lymphocytes pour créer cette mémoire immunitaire. Donc du coup, il y a ce mécanisme d'action. Alors pour les autres vaccins qui ne sont pas à ARN messager, ça faudra qu'on voit. D'accord. Et donc là, j'en ai une dernière qui vient d'arriver. À la dernière conférence, le docteur Fabre nous a dit que si l'on n'était pas en poussée, qu'il fallait attendre 15 jours pour refaire le méthotrexate pour une meilleure efficacité. Par contre, ne pas arrêter l'immunosuppresseur JAK. Pour moi, on ne tient pas compte des immunosuppresseurs. S'il y a besoin réellement pour le patient, pour la pathologie de base. Alors évidemment, si ça peut attendre, c'est plutôt mieux de ne pas faire en même temps hein, et de décaler. Après, il faut juger du fait qu'on peut décaler. Mais s'il ne peut pas décaler, on ne décale pas. Voilà, c'est clair, hein, ça a été bien dit dans toutes les recommandations.
Par contre, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus faire exprès de vacciner au moment où on prend du méthotrexate, hein. Voilà, bon, je pense que c'est ça la réponse de bon sens, hein. Mais pour toutes ces choses-là, on manque quand même de données actuellement, hein. On est au début, donc il va falloir accumuler des données dans des populations particulières. Et ça, on va avoir tout ça, ça va être récupéré au fil des mois et des années, hein. On saura tout ça. Aujourd'hui, on a quelques éléments, hein, à la fois des études cliniques qui ont été faites, les grandes phases 3, mais aussi de toute la surveillance, parce qu'il faut quand même savoir qu'on a des dizaines et des dizaines de millions de gens qui ont reçu le vaccin anti-Covid actuellement. J'ai une diapo qui montre le nombre dans le monde entier. C'est ahurissant l'expérience qu'on a maintenant en vie réelle. Donc là, il y aura du travail de cohorte et il y a des signaux qui pourraient apparaître s'il y en avait de problèmes. Très bien. Ben, merci beaucoup pour vos réponses. Et là, je n'ai pas de questions sur le chat. Donc après, je ne sais pas si les personnes présentes voudraient poser d'autres questions en direct. Moi, j'avais prévu de vous dire quelques mots sur les histoires plus spécifiquement Covid, mais je cherche dans... Je ne sais plus où je les ai mis, parce que je me méfie de ma mémoire. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. J'avais écrit quelques trucs. J'ai mis quelques trucs sur le papier. Je ne sais plus. Bah, écoutez, partez de vos questions, hein, si vous en avez. Trouvez quelques idées. Moi, je suis vraiment à votre disposition. Pour ça, si, ça y est, j'ai retrouvé. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, les différents types de vaccins, vous avez bien vu, hein, ils ne sont pas du tout pareils, hein, en termes de mode d'action. Et ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que s'il y en a qui ont des problèmes pour une raison X ou Y, il y aura les autres. Les vaccins ARN messagers, ils sont quand même extraordinaires. Il faut reconnaître, bien tolérés et globalement, à part les chocs anaphylactiques au polyéthylène glycol, hein, qui est un excipient, à part ça, ils sont vraiment extraordinaires, ils sont faciles à faire, et là on est en train d'ailleurs ils sont en train de chercher de nouveaux ARN messagers pour les variants, hein, parce qu'on a bien sûr la question non pas du variant anglais, mais du variant d'Afrique du Sud et d'autres variants qui peuvent arriver. Donc il y a une surveillance très étroite et internationale de ces variants, et tout de suite les gens ils cherchent, et même CureVac, qui est une autre, que vous ne connaissez pas encore de vaccin, eux, ils se sont spécialisés dans l'adaptation de leur vaccin ARN messager, que vous n'avez pas encore vu, pour les variants. Donc, c'est plutôt astucieux. Il y avait une question aussi, il y a toujours la question de, on a fait drôlement vite pour développer ces vaccins. Alors ça a été un argument important de méfiance des gens. On le comprend, hein. Moi-même, j'étais tellement étonné de voir ça, que j'ai perdu mon... Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez que j'en parle un peu de cette rapidité d'action et en quoi c'était vraiment particulièrement rapide et comment ça a pu se faire. Si vous voulez, j'en dis un mot, si on a le temps. Michel? Ben on a une dizaine de minutes. Oh, bah alors je vais pouvoir vous raconter des choses. Voilà. Donc, il faut quand même comprendre, dans cette chronologie quand même, invraisemblable. On a le 31 décembre 2019, l'OMS a déclaré la survenue d'une épidémie de pneumonie d'allure virale de cause inconnue. 31 décembre 2019. Le 9 janvier, les autorités sanitaires chinoises, avec l'OMS, ont annoncé la découverte d'un nouveau coronavirus. Le 9 janvier. Ils l'ont appelé 2019 nCoV et après c'est devenu SARS-CoV-2, peu importe. Il a changé de nom très vite. Le 9 janvier. Le 11 et le 12, on avait la séquence complète du génome du coronavirus. Ça a été fait à Berlin, c'est-à-dire que les Chinois ont envoyé, vous voyez, ça a été très vite. Vous voyez la coopération internationale, le 11-12 janvier. Le 16 mars, 2 mois plus tard, on commençait le premier essai clinique, c'était Moderna avec un vaccin ARN messager. C'est-à-dire qu'entre la découverte du génome, la mise au point d'un vaccin, tout ce qu'il faut faire au niveau préclinique pour avoir le droit d'injecter à l'homme, fabriquer, etc., suffisamment pour démarrer un essai clinique, en 2 mois, ils ont fait ça. Et avoir les autorisations, parce qu'il y a des aspects administratifs. Incroyable. Ensuite, le 16 mars, ils ont commencé. Le 8 avril, moins d'un mois après, il y avait 115 candidats vaccins dans le monde, et il y en avait 5 qui étaient en développement clinique. Et en juillet, il y a des essais cliniques de phase 3 qui ont commencé. C'est-à-dire que les phases 1 et 2 avaient été faites et analysées et digérées. Le 9 novembre, il y avait les premiers résultats d'efficacité des premiers vaccins en phase 3. Et le 2 décembre 2020, le vaccin Pfizer était
accepté par le MHRA, qui est l'agence du médicament anglaise, le 2 décembre. Et le 8 décembre, la campagne de vaccination au Royaume-Uni commençait. Vous vous rendez compte? On n'a jamais vu ça. Alors, on vous a toujours dit qu'il faut entre 9 et 14 ans pour développer un vaccin. C'est vrai quand on fait les choses traditionnellement. Et donc la question, c'est comment on a pu faire aussi vite, et d'où l'inquiétude des gens. Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment ils ont fait, quoi? Ils ont bâclé le boulot, c'est pas possible. Et après, donc j'ai regardé de très près comment ça s'est passé, et pourquoi ça avait pu aller aussi vite. Et en fait, le travail n'a pas été bâclé. Il y a plusieurs raisons qui font que ça a pu aller vite. La première, c'est que déjà, on a séquencé le virus très très vite. Ça, on ne pouvait pas le faire avant. Ça, c'est incroyable. Hein. Voilà. Donc, pour certaines technologies, c'était très bien. Toutes les technologies qui ont été utilisées étaient déjà extrêmement rodées avant. L'ARN messager, ça fait 30 ans qu'on travaille dessus. C'est des technologies qui sont extrêmement connues. Il y a déjà eu des essais d'ailleurs de vaccins ARN messager pour Ebola, pour Zika, pour la grippe, pour d'autres choses. Et il y a déjà eu des essais chez l'homme d'ailleurs, de vaccins ARN messager, mais ce n'est pas arrivé dans le commerce que des fois les épidémies se sont arrêtées. Et donc la technologie, elle était connue. Sanofi a utilisé sa plateforme de son vaccin antigrippal, hein, le tétravalent. L'Institut Pasteur a utilisé sa plateforme de virus de la rougeole vivant et qui a hébergé un truc qu'ils avaient déjà utilisé pour d'autres choses et qui maîtrise totalement. Tout le monde a utilisé Merck avec le virus de la stomatite vésiculeuse. Tout le monde a utilisé Janssen avec sa plateforme MVA. Ils ont tous utilisé ce qu'ils connaissaient. Et comme ils avaient beaucoup de trucs, du coup, ça fait une grande variété. Donc, ça a gagné un temps fou. Ils avaient ce qu'on appelle la plateforme vaccinale, c'est-à-dire la plateforme technologique. Ensuite, quand on développe un vaccin, il faut savoir quel type d'antigène on va adresser. Il y avait eu en 2003, il y avait eu le SRAS, il y avait eu le SARS-CoV-1. Et là, on avait beaucoup travaillé, préparation de vaccins. Alors, ça s'est arrêté, l'épidémie. Donc, on a arrêté les choses. Mais on avait identifié la protéine S, la spike, la fameuse spike, on l'avait identifiée comme étant la cible intéressante, puisque c'est par là que le virus s'attache à la cellule et va pouvoir pénétrer. Donc, on avait la cible, on avait la protéine S. On n'a pas réfléchi à trouver quel antigène, on a foncé sur la protéine S. Alors, évidemment, s'il y a des mutations sur la protéine S, peut-être qu'on va chercher d'autres antigènes, notamment des antigènes de la nucléocapside. Il y a des recherches, hein, il y a des choses dans ce domaine-là, mais aujourd'hui, ça a permis d'aller extrêmement vite. On avait la technologie, on avait le génome du virus, on avait la cible antigénique. Alors, en plus, on a mis des moyens inimaginables. On a mis des centaines de millions d'euros, pour pas dire plutôt des milliards, dans le monde entier pour aider à trouver un vaccin. Parce qu'on a bien vu qu'en antiviraux, on n'y arrivait pas. On a plein de molécules qui marchent in vitro sur les virus. C'est connu depuis très longtemps et pour tous les virus. Simplement, quand on les étudie chez l'homme, ça ne marche pas sur le malade. Donc, les antiviraux, c'est drôlement compliqué. C'est comme ça, c'est pas comme les antibiotiques du tout. Même si les antibiotiques, c'est pas forcément facile. Donc, les vaccins, il y a eu un paquet énorme qui a été mis. Il y a eu beaucoup d'argent public qui a été mis dans le développement de ces vaccins, aux États-Unis notamment, hein, et d'ailleurs Sanofi en a bénéficié hein, dans le fameux programme WARP Speed, je crois, hein, des États-Unis. Il y a un programme de plus de 2 milliards de dollars pour aider Sanofi, si ça marchait. Donc, il y a eu beaucoup d'argent injecté de tous les gouvernements, et ça, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que les gens se sont retrouvés avec une manne financière qui leur a permis de travailler complètement différemment. Par exemple, quand vous voulez faire un essai clinique avec 40 000 personnes, ben, ça a un coût. Il va falloir recruter des gens, il va falloir mettre des armées de gens, de moniteurs cliniques pour faire ça. Ben, faut payer, c'est une charge financière invraisemblable. Et puis, il y a la fabrication. Quand on développe normalement un vaccin, bon, on va le faire, on va l'utiliser chez l'homme, on va vérifier que tout va bien, on va regarder le rapport bénéfice-risque, l'efficacité, la tolérance, on va analyser, on va réanalyser, et puis, une fois qu'on a ça et que c'est on va se dire ben, comment on le fabrique. Et à ce moment-là seulement, on va monter une usine pour la technologie spécifique ou réadapter une usine qui existe déjà. Forcément, on ne va pas prendre le risque financier de monter un outil de production alors que le produit ne marche peut-être pas. Eh bien là, on n'a pas fait ça. On a attaqué tout de suite la production. Dès le début des phases 3, on a attaqué la construction ou la préparation pour préparer des centaines de millions, voire des milliards de doses.
Ça, on ne prend jamais un risque financier comme ça, mais ça a été possible parce qu'il y a eu cette manne financière qui a permis de le faire. Il y a même une entreprise, je ne sais plus laquelle, qui a monté son outil de production avant de commencer la phase 3. Donc cette prise de risque était impensable pour des entreprises, c'est coulé à tous les coups. Par contre, c'était possible avec toute cette aide. Donc ça a été énorme. Beaucoup d'entreprises s'y sont mis, mais c'est inimaginable. Et puis, il y a eu, pour faire les essais cliniques, c'est plus facile que pour des médicaments. Parce que pour des médicaments, il faut des malades. Il faut trouver les malades, il faut qu'ils correspondent, tout ça. C'est très compliqué d'avoir suffisamment de malades. Donc ça traîne, ça prend du temps, le recrutement des patients. Là, c'est des volontaires, c'est des gens qui n'ont pas de problème. Ils ont peut-être des comorbidités, ils ont des maladies, mais ils n'ont pas une maladie précise. Donc là, on peut y aller très vite. C'est une question de moyens, de ressources, de moyens financiers. Il y a eu une communication extraordinaire dans tous les pays pour faire de la pub pour que les gens entrent dans ces programmes d'essais cliniques. Vous les avez vus passer en France d'ailleurs, hein. Voilà, des appels à volontaires. Ça a très bien marché. Du coup, ils ont pu récupérer 40 000 volontaires pour une entreprise, hein, pour un seul vaccin, extrêmement rapidement, et mettre en place toute une armée pour arriver à faire le travail. Donc ça, c'est quand même un peu particulier, quand même, ça se voit jamais, ça. Et puis, et l'outil industriel. Alors après, il y a eu l'autre aspect qui est très important, qui est l'aspect réglementaire. C'est que derrière, c'est pas parce qu'on a fait tout un travail, on a fait les essais cliniques, on a tout un dossier que le produit va être mis sur le marché. Ça passe par des agences du médicament, des structures publiques qui vont regarder en détail tout le dossier pour voir s'ils peuvent l'accepter ou pas. Donc ça prend du temps. Les gens, d'abord, ils n'aiment pas regarder un dossier qui n'est pas complet. Donc là, ils disent, attendez, là, il vous manque il vous manque un dossier, là, bah, écoutez, vous revenez quand vous l'avez mis et on recommencera à regarder votre dossier. Donc, bon, c'est dans 3 mois, d'accord, ben on attend. Et vous imaginez les délais d'ordre administratif qu'il peut y avoir, hein. Donc là, ça n'a pas été le cas. On n'a pas attendu d'avoir le dossier complet. On a les agences du médicament, et notamment la FDA, ont mis en place ce qu'on appelle une rolling review, c'est-à-dire une revue continue des dossiers. C'est-à-dire dès qu'il y avait des éléments, les gens les donnaient. Et tous les 15 jours, ils mettaient à jour le dossier. Et les autorités d'enregistrement, ils ont travaillé le week-end, ils n'ont pas dit « Ah ben non, c'est les vacances, là on ne travaille pas ». Et ils ont été mobilisés pour faire le même travail avec la même qualité, mais en travaillant complètement différemment et en acceptant de commencer à regarder les dossiers avant qu'ils soient complètement bouclés. Ça, c'était indispensable, sinon il y aurait eu un délai administratif considérable. Donc tout ça a fait qu'ils ont été dans ces délais-là invraisemblables. Et la technologie de l'ARN messager a particulièrement permis de faire ça. Donc voilà, je crois que c'était important d'en parler parce que les gens ont été très effrayés par cette rapidité. Ils ont dit, oh là là, on est allé trop vite. Eh oui, mais il fallait aller vite aussi parce que on aime bien, on voudrait quand même arrêter le confinement, on voudrait arrêter toutes les mesures, on voudrait que l'économie redémarre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme espoir à part les vaccins? On n'en a pas, parce que le virus, il est toujours là, et il se développe. Des fois, ça augmente même encore. Donc, c'est une vraie question. Donc, il fallait mettre les moyens, et il fallait aller vite. Voilà, je voulais parler de ça, parce que c'est important. Après, on peut parler des variants, on peut parler des mouvements anti-vax, on peut parler de plein de choses, hein. On peut parler de l'ARN messager qui est de la thérapie génique, c'est pas vrai, hein. Toutes ces allégations, ça, on peut parler de tous ces sujets si vous souhaitez. Je pense que alors, on pourra éventuellement vous réinviter. Avec plaisir, je crois déjà vous m'avez invité pour fin octobre pour autre chose. Oui, non mais voilà, donc éventuellement, oui, parce que là il est 19h15. Et bien c'est bien alors. Donc là, c'est parfait, on est dans les clous. Donc éventuellement, dans la mesure où les gens manifestent un intérêt sur les explications, on pourra reprogrammer une autre conférence sur le sujet. Donc merci beaucoup alors. Et merci à tout le monde. Je voulais rappeler à ceux qui sont sur la région de Montpellier qu'on a un programme d'éducation thérapeutique qui englobe notamment un sujet sur faut-il InfoIntox InfoIntox et pour ne pas tout gober, c'est le titre de l'atelier. Donc vous pouvez vous inscrire auprès de moi-même pour pouvoir participer au programme d'éducation thérapeutique qui est organisé par le CHU, les 2 CHU, la Péronie et Saint-Éloi, Gastro et Rhumato, et donc l'AFPRIC, l'Association française polyarthrite rhumatologique,
et l'AFA, donc pour les maladies digestives. Donc n'hésitez pas, on a des ateliers, on a une dizaine d'ateliers sur tous les sujets liés à la vie avec la maladie. Et concernant, j'ai une petite info concernant la manipulation. Donc là, vous avez parlé de la manipulation des antivax. Là, je voulais communiquer dans la journée, Monsieur Roche, vous avez une émission sur Arte le 23/02 à 20h50. C'est un reportage qui s'appelle La fabrique de l'ignorance et comment les fabricants de produits, donc cigarettes et autres, fabriquent de l'information ou font des études pour contrecarrer des études sanitaires qui vont à l'encontre de leurs produits. Donc c'est une chose vous aurez une autre vision des choses sur la manipulation. Oui, mais c'est des sujets qui ont été déjà énormément traités par des documentaires. Hein, ça. Mais d'accord, merci. Merci à tout le monde, bonne soirée et à très bientôt. Merci pour l'invitation et merci pour l'écoute. Merci à vous. Merci. Voilà. Merci. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.